radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. My God, qu'on a du stock aujourd'hui. Gilles Parent, le 2 pour 1 avec Gilles. C'est ce qui s'en vient dans le prochain quart d'heure. Donc, dans pas longtemps. Je fais jamais une longue ouverture le jeudi, donc on essaie. Habituellement, on fait une ouverture de 20-22 minutes, mais là, on va faire un genre de 10 parce que je sais qu'on va parler énormément avec Gilles. Je sais qu'on va parler aussi beaucoup avec le Dodd. C'est les Dodd du News, c'est le retour des Dodd du News. Et on lance le week-end dans le dernier bloc d'aujourd'hui dans Radio Pirate Live. Avec notre chum l'aubergiste. T'es salué d'ailleurs, Jerry, ben pas l'aubergiste, Yes. mais Jerry Pizza est salué. L'aubergiste, il attend dans la porte. L'aubergiste, c'est tout le temps dans la porte. Tout le temps dans la porte. Le nez rouge un peu. Le nez rouge un peu. Il est habillé comme en Père Noël. En plus, donc, full Père Noël. Quoi de neuf de ton bord, mon ami Jerry? Ça va bien, ça va bien. J'ai reçu un petit message d'un pirate. Un super pirate. Il est propriétaire des cinémas Lido à Lévis et le cinéma aussi à Saint-Nicolas. Oui. Donc, il dit, hey, eux autres, là, le temps des fêtes, ça va être extraordinaire au cinéma. Mais ça. Puis, sortir au cinéma, c'est toujours le fun aussi, là, on s'entend dessus. Mais là, le gros film s'en vient, c'est la semaine prochaine. Justement, c'est le petit message qu'il m'a envoyé. Avatar 2. Parce que le premier Avatar, c'était en 2009 quand même. Le temps passe-tu pareil. Hein? C'est en 2009, là, Avatar 2. Donc, beaucoup de monde attend après ce film-là. Fait qu'il va être sur plusieurs écrans. Il va être dans 8 salles sur la Rive-Sud. Donc, c'est un petit message qu'il m'a envoyé. Il dit, regarde, les autres se préparent pour Avatar parce que ça va être... il va y avoir beaucoup de monde, je pense. Ça va être de le fun. Hey, avant de te faire un bout de boîte, j'ai juste une petite nouvelle ce matin parce qui me rappelait qu'il y a une nouvelle que j'ai gardée la semaine passée et que j'ai pas eu le temps de vous jaser parce que c'est drôle à dire, là, mais les sujets sont nombreux puis des fois, on aimerait vous en parler de plus, mais il faudrait quasiment passer la journée avec vous autres. Puis on a d'autres choses à faire, comme on dit. Puis les gens aussi ont d'autres choses à faire que d'écouter des podcasts et d'écouter en direct Radio Pirate Live. Mais je voyais une nouvelle sur une élue de la Ville de Québec qui s'appelle Jackie Smith, qui a un peu mélangé, je dirais, toute la patente lors de la dernière élection. On pensait que c'était l'envoyé de QS. Finalement, c'était un peu genre de cheval de Troie, parce que le cheval de Troie, c'était le maire. Le maire de Québec, c'est le gars de QS, finalement. On l'a découvert en quelques semaines. Mais Jackie Smith, qui va être absente du budget parce qu'elle est enceinte puis sa grossesse est problématique, on lui souhaite la meilleure des chances. Mais elle, la semaine passée, la Ville de Québec, avec le Canadien de Montréal, a annoncé la première patinoire réfrigérée. La Ville s'est engagée à mettre un toit. Vous savez que... Tu sais, moi, j'ai regardé ça. Ça coûtait entre 1 million et 2 millions faire une patinoire réfrigérée. Donc, ça va coûter 2. Donc, dans certains coins, c'est toujours le prix maximum par rapport au prix minimum. On est dans ce coin-là. Et il y a probablement, je vous dirais, le toit qui va être ajouté par la Ville qui risque de coûter 5 millions parce que la Ville, quand elle fait quelque chose, elle fait un abribus, ça coûte 1 200 000. Donc, si on fait un toit en bois pour un aréna extérieur, j'imagine que ça va coûter très cher. Mais ce que je voulais dire, c'est que la Ville a aussi annoncé 24 heures avant une autre patinoire avec un toit aussi. Parce que moi, vous savez que c'est un de mes sujets depuis combien de temps que tu me connais, Jerry? Je pense que ça fait 10-15 ans qu'on se connaît ensemble. Puis que tu m'as entendu parler que la Ville de Québec et Montréal, il y en a quelques-unes à cause du CH. Puis c'est la même chose pour Montréal. Il devrait en avoir à grandeur de la région, les autres villes aussi. Si on n'avait pas eu le Canadien là-dessus, il n'y en aurait pas une patinoire réfrigérée actuellement au Québec, ce qui est une honte pour le hockey. Après ça, on se demande comment ça se fait que nos boys sont pas autant bien représentés dans la Ligue nationale qu'on était auparavant. Mais sacrément, nos boys, ils sont dans le sous-sol en train de gamer. Donc, ils n'ont pas de... Il faut les pousser en dehors de la maison. Ça, c'est le rôle des parents. Mais des fois, d'avoir des équipements modernes puis des places le fun, je pense que les investissements de nos amis de la famille Serré, Denis et sa famille, dans les installations de deck hockey nous montrent que quand tu as des choses qui sont modernes et qui sont attirantes, bien, les gens s'y rendent. Donc, tout à fait normal qu'on soit rendu à proposer des patinoires qui peuvent être disponibles à partir du 1er octobre, aller jusqu'à la fin avril. Puis là, ben, dans les mois, on n'a pas grand-chose à faire parce que, on va se le dire, là. En ce moment, avec la température qu'il fait, il n'y a pas une patinoire qui est disponible pour le temps des fêtes, probablement. Donc, c'est long. Ça va être janvier, ça va être février. Il va y avoir peut-être un redout au début du mois de mars, ça va être fini. Donc, c'est pas très long.
Hey, excusez-moi, là, on est au Québec, on est rendu. Puis on en fait-tu des affaires avec l'argent du monde qui n'ont pas de bon sens? Eh bien, ça, c'était plus qu'un besoin. Mais Jackie Smith, OK? Puis, regarde, je veux juste vous parler d'elle. C'est pas grave, là. Mais pour vous montrer comment on est rendu complètement flayé. Elle dit, non, elle dit, moi, je vais voter contre. Elle dit, c'est des choses de luxe, ça. Elle dit, il n'y a pas question que moi, je donne mon vote à ça. Sacrement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des politiciens de gauche avec l'activité physique? Avez-vous vu? Tu sais, je ne parlerai pas de la réaction de la ministre Charest là, qui a enfermé nos enfants dans la maison et qui les a empêchés de faire du sport pendant 2 ans. Là. Parce que ça, on va dire de quoi, s'il y en a une qui devrait se fermer à la boîte, c'est elle. Mais qu'est-ce qui arrive avec la gauche? Puis la gauche là, elle est plus présente qu'on pense en politique. En fait, c'est quasiment 100% des politiciens de gauche. Qu'est-ce qu'ils ont contre le sport? Qu'est-ce qu'ils ont contre les jeunes? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Je sais pas. Comment tu peux être contre ça? La gauche. Tu peux pas être contre ça. Zéro personne peut être contre ça. Regarde. La gauche, Jeff, n'est pas suivable. Ils sont pas suivables. La gauche est folle, la gauche. Non, la gauche est sautée sur le crâne. Hey, c'est une affaire de luxe. C'est des gens qui veulent investir des milliards dans une patente qui va être vide et que les gens ne veulent pas. Mais ils n'ont pas quelques millions pour des patinoires pour faire bouger les jeunes. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Les gens sont complètement sautés. La gauche va nous parler de surconsommation. La gauche va... Là, c'est le temps de Noël. Hein? Et c'est le temps de Noël. Hein? C'est-tu épouvantable? Le suremballage. Je voyais une patente passer. Ça fait 2 ou 3 patentes que je vois passer sur Facebook. Des fois de suremballage. Puis on n'est pas obligé d'emballer des cadeaux. C'est du papier. Hein? T'as peu. Il y a la COP 15 à Montréal où on a des suburban partout dans la ville pour du monde qu'on connaît même pas. Là. On a l'impression que c'est toutes des vedettes, puis finalement, c'est toutes des faiseux qui utilisent ces genres de rassemblements-là pour aller se taper les plus beaux hôtels de Montréal, des restaurants sympathiques, mais qui remplissent les poubelles d'ustensiles en plastique, de sacs en plastique, d'assiettes qui ne sont pas récupérables parce qu'ils sont sales. Ensuite, de bouteilles d'eau. Puis ça vient faire la leçon à tout le monde sur l'environnement. Moi, je commence à en avoir plein mon cash. Je ne sais pas toi, là, mais je commence à en avoir plein mon cash. On se fait donner la leçon. C'est ça l'affaire. C'est des donneurs de leçons. Mais quand tu fais la leçon à une autre personne, fais attention un peu. Tu sais, l'UQAM, c'est une place de gauchiste, ça, l'UQAM? L'UQAM, c'est l'université communiste au Québec. Là. C'est carrément ça. L'UQAM, regardons. Là, le suremballage, c'est pas grave. La surconsommation, c'est pas grave. L'UQAM, ils ont lancé un marché de Noël à l'université. Donc, tu vas aller là. Tu vas acheter des décorations de Noël, tu vas acheter des produits, de l'artisanat, ils ont des affaires pour le... donc, il y a un genre de gros marché de Noël qui ont parti à l'UQAM. Puis tiens-toi bien, ils ont un service d'emballage cadeau. Ça va imiter un peu, là. Toi, tu veux que moi, chez nous, j'emballe pas mes guenilles, puis toi, tu es dans le marché de Noël à l'UQAM. Imagine-toi, le marché de Noël à l'UQAM. C'est malade. Non, ils vont avoir plein de patentes, là. Mais ils ont l'emballage cadeau fourni. Non, mais la gauche est tombée. La gauche, là, elle se voit plus. Elle se voit plus. C'est ça. Ils sont devenus une caricature d'eux-mêmes. Ben oui, la gauche, Jeff, c'est comme un gars qui s'en va 20 ans dans le bois, dans une cabane. Il vit pendant 20 ans, mais il n'y a pas de miroir. Oui, c'est ça. Va le voir dans 20 ans. Pareil. Il pense qu'il n'y a pas de barbe, il pense qu'il n'a pas vieilli, il pense qu'il a même cheveux. Ils vont faire un crif de saut quand il va se voir. Ben, la gauche est comme ça. Ils se voient pas. Il n'y a pas de miroir, la gauche. Ils se regardent. C'est vrai que si tu donnes un miroir, tu donnes pas un miroir comment il s'appelle? C'était, voyons, Piquet Sauben, s'il s'en va dans le bois, d'après Pierre Gervais, si tu lui donnes pas un miroir dans le bois, il va s'ennuyer en jouant le vert. Ça me rappelait ça. Hey, juste pour finir sur la COP 15, c'est notre chum Joe Hamel qui vient d'avoir un contact qui lui dit qu'actuellement, à la COP 15, il y a 2500 policiers de la GRC, de la Sûreté du Québec et de la Sûreté municipale de Montréal. Donc, il y a plus de policiers qu'il y aurait de participants. Les 16 000 participants annoncés, c'est de la bullshit. La majorité de ces gens-là seraient en ligne. Donc, il y a seulement 2 dignitaires de présents, le gars de l'ONU et Justin Trudeau. Ça finit là. Donc, c'est un fiasco, cette affaire-là. Là. C'est un fiasco. Il y a une chose est sûre, c'est loin, loin d'être green.
Hey, je pensais d'être capable de faire un bout de boîte, mais comme je te dis, vu qu'on a beaucoup de temps à passer avec nos chroniqueurs et nos participants dans les prochaines minutes, je te dirais qu'on va faire peut-être un bout de boîte avec l'aubergiste un peu plus tard. Parce qu'on a beaucoup de choses à venir. Le 2 pour 1 avec Gilles Parent s'en vient. On a le Dodu News également. Et comme on vous l'a dit, on va avoir, je vous dirais, le lancement officiel du week-end avec l'aubergiste dans les prochaines minutes. Bon Radio Pirate Live à tout le monde. Écoutez-nous où ce que vous voulez sur TuneIn Radio ou encore toutes les applications de podcast ou directement sur radiopirate.com. Et si ça vous tente d'être membre et d'avoir plus de Jeff et plus de Jerry et plus de tout, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Le 2 pour 1 avec Gilles Parent dans les prochaines secondes. Le Dodu News également dans le prochain bloc. On aura aussi un genre de poubelle à Jeff, ici même sur Radio Pirate Live. Et pour l'instant, comme je le disais, Gilles is in the house. C'est le 2 pour 1 avec Gilles, ici même sur Radio Pirate Live. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-FISSURES. Et en plus du 2 pour 1 et de Dodu, j'oubliais qu'on a le week-end qui va être lancé parce qu'on est jeudi et c'est l'aubergiste qui va faire ça dans les prochaines minutes également. Donc, c'est un gros jeudi. Mon ami Gilles, t'es salué. Beaucoup de choses à jaser. Oui. On l'a fait tantôt sur Prime. On a parlé de toujours trop de greenwashing. Oui, même si la liste de sujets, tu l'as rapetissé, tu as compris que tu n'as pas besoin d'autant. On a toujours trop pareil. Tu n'as pas été correct parce que tu as trop réagi. À Guy Lafleur, la semaine passée, je m'en suis fait parler. C'est épouvantable. Je dis, regarde, c'est bon signe, là, mais ça n'a pas de bon sens. Oui, c'était quoi qu'on avait jasé la semaine passée? C'est Gilles qui a présenté Guy Lafleur. On est fiers de toi, Guy Lafleur, dans le milieu de la glace. Ah, si, Monac. Regarde. Guy! Hey, moi et ma blonde, on a rejasé. Ça n'a pas de bon sens. On était crampés de rire. J'ai dit, on a regardé la vidéo dans Arrête, pendant on était crampés. Non, on a fait ça. Gilles qui passe, pas Gilles, mais Guy qui passe puis qui te regarde. As-tu remarqué qu'à ce moment-là, j'ai 30 ans et j'ai l'air de 63? Oui. Aussi? Oui, mais aujourd'hui, tu as 63 et tu as l'air de 50. Ah, OK, merci. Donc, vois-tu, je te lance des fleurs. Merci, Jeff, j'apprécie. Je vais te parler, j'aime beaucoup les petites choses qui arrivent proches de chez nous. Tu sais qu'il y en a. Moi, les gens vont dire qu'ils n'inventent, mais non, c'est parce que je prends des notes. Je note, puis des fois, il nous arrive toutes sortes de niaiseries, mais en même temps, ça. Moi, je vais te parler un peu de rage au volant. Tu sais, des fois, tu comprends pas, puis quand tu es victime de ça, je te dis pas que personne a pris un bâton de baseball et vient me casser notre char, c'est pas ça qui est arrivé, mais je veux juste t'expliquer comment quelque chose de banal, retenez que moi, je fais rien de mal cette fois-là, je fais rien de hors la loi, je fais rien que je dois pas faire sur la route, il y a tellement de règlements. La personne qui fait quelque chose de mal, qui vient faire quelque chose contre moi, c'est elle qui est en baptême puis qui décide de jouer la game. Donc, ça se passe, tout se passe sur René Lévesque à Québec, le boulevard maudit à cause du tramway et de la patente. Donc, je roule René Lévesque, je vais vous situer ça, juste, c'est le fun, moi je suis un visuel, c'est le fun de situer. Donc, René Lévesque, direction Québec et non pas direction Sainte-Foy. Donc, je suis pas loin de quartier. Et je roule, j'arrive à Bourg-la-Mac. Donc, je pars de l'ouest, puis je m'en viens vers Québec. J'arrive à hauteur de Bourg-la-Mac, après ça, c'est quartier. Tout ça. Parfait, tout le monde comprend. J'arrive à la lumière à Bourg-la-Mac et la lumière est verte. Donc, moi, je roule normalement. Il y a un gars qui est sur Bourg-la-Mac qui tourne à droite pour rembarquer sur René Lévesque, mais lui, s'il passe pendant que moi, je roule, il me coupe. C'est exactement ce qui arrive. Il décide de tourner à droite, il ne regarde pas trop à gauche. Fait que moi, je fourre les breaks, je klaxonne, je manque d'y rentrer dedans. Donc, il se place derrière moi, il reste derrière moi, mais moi, je ne remarque pas tant que ça. Je m'en vais jusqu'à Salaberry, je vais descendre en bas pour me rendre à l'Angelier, sacrer mon camp sur Laurentienne. C'est un chemin que les gens prennent beaucoup. L'Angelier, c'est les deux voies qui ont été jadis construites parce qu'il y avait des feux tout le temps à Basseville. Je vous donne un côté d'histoire là-dedans. Donc, c'était comme une séparation, Jeff, de la Basseville. Il y avait tellement de feux au 19e siècle qu'ils ont dit, Christy, on va faire de quoi? Fait qu'ils ont comme fait... ils ont ouvert complètement, ils ont enlevé toutes les demeures, puis ils ont mis un grand chemin à l'époque qui était en terre. Aujourd'hui, c'est l'Angelier deux voies qui nous amène
éventuellement d'en haut jusqu'à... Donc, moi, je roule, je descends Côte-Salaberry vers l'Angelier. Le gars est 2-3 chars derrière moi. Moi, je pense pas à lui du tout. Écoute, il m'a coupé, puis c'est tout, on s'en va. J'arrive pour tourner à droite au bout de l'Angelier. Les gens comprennent bien, tu peux souvent tourner parce que la lumière rouge te permet de tourner ou encore c'est souvent une flèche verte. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde de l'autre bord. J'arrive pour tourner à droite. Puis là, je vois qu'il y a une filée de gens à droite pour tourner. Lui, il est à gauche, mais il n'est pas au bout à gauche. Il se met un petit peu en retrait. Son intention, c'est ça que j'ai vu après, c'est de venir me recouper encore. Parce qu'il n'est pas sorti de ses problèmes. Tu comprends-tu? Donc, j'arrive au bout, il se met à ma gauche, bloque ma voie, il se braque devant moi, je suis obligé de fourrer les briques encore une fois. Je freine brusquement. Lui, il s'en fout de la lumière en avant, il veut juste m'écœurer. Mais moi, j'ai rien fait, là. C'est lui qui m'a coupé. Là, les doigts sortis, mon Jeff, puis fuck you, puis la patente, j'ai dit, voyons donc. Quel âge le gars? À peu près 40 ans. C'est 40 ça, c'est pas un jeune de 20 ans. Là. OK. Et Finger et ses enfants s'amusent dans l'auto. Je dis, c'est un bel exemple. Quand même, j'ai trouvé qu'il donnait un bel exemple à ses enfants. Les deux vitres ouvertes. On est quand même l'hiver. C'est sûr qu'il ne fait pas 27, là, mais... Fait que là, tu sais, c'est pas grave. Je me dis juste, si la rage au volant est si grave que ça, s'il y a tant de cas de gens qui pognent les nerfs, là, c'était pas un exemple. Honnêtement, Jeff, là, il m'a fait couper. Mais c'est moi qui aurais dû être je veux juste dire aux gens, c'est moi qui aurais dû être en maudit. Puis lui, tu t'es rendu compte qu'il a probablement pris le chemin que moi je prenais juste pour essayer de m'écœurer à nouveau, alors que c'était pas son chemin pantoute, là. C'était juste, gars, on va le faire, le gros, on va le tanner. On va l'écœurer. Oui, mais ça a toujours existé. Ben oui, je sais. Je pense que c'est pire. As-tu remarqué que, ça peut être un lien avec la COVID, ça n'a peut-être pas non plus, là, mais je remarque qu'il y a beaucoup plus d'instabilité qu'avant chez moi, je pense que ça a rapport un peu avec la COVID. Si tu me demandes mon avis, je vais te le dire. Là. Ça a rapport un peu avec la frustration de la COVID, frustration d'insécurité, et j'ajouterais l'inflation. Tu as un moment, présentement, depuis 1 an ou 2, mettons qu'on met ça en gros, Jeff, là. On vit quelque chose, honnêtement, là, qu'on n'a jamais vécu. Toute la planète, à un moment donné, il y a 2 ans, est arrêtée en même temps. Toute la planète, en même temps, a arrêté de travailler. Il y a eu des confinements. Tu sais, on peut minimiser ça, on peut dire qu'on est passé à d'autres choses, mais c'est sûr qu'il y a des gens pour qui ça a eu un impact beaucoup plus grand, que ça a été déstabilisant. Il y a eu, écoute, tu parles aux psychologues, il y a eu 30 à 40 % plus de divorces dans les 2 dernières années. Pourquoi? C'est sûr que c'est lié au fait que tu te vois 40 heures par jour, c'était pas de même avant. Il y en a qui allaient prendre leurs airs en allant s'entraîner. Tu sais, je veux pas refaire le monde, mais c'est ça la réalité. Les faits font que ça a été plus dur pour les couples, ça a été plus dur pour les familles. Quand tu es habitué d'aller... oui, pas avec les enfants. Il y a des enfants, je veux pas être encore une fois tragique, mais c'est des faits. Il y a des enfants qui ont trouvé ça tough d'avoir les parents à la maison. Il y en a qui ont passé par là, hein, parce qu'ils se faisaient garder, mais là, il n'y a plus d'école. L'école a fermé, des masques. Fait que, tu sais, il y a eu ça, donc une frustration. Après ça, tu arrives avec la guerre qui s'installe. Pour certains, ça peut être stressant. Pour tout le monde, ça peut être stressant jusqu'à un certain point. Puis après ça, l'inflation, Jeff, t'es rendu que ça coûte trop cher. Puis là, mettre tout ça ensemble, là, en dedans de 2 ans, pas en dedans de 20 ans. Moi, puis je suis pas en train de justifier la rage au volant, la chicane, Jeff, mais ça se peut pas. Non, mais, ça se peut pas que ça ait pas un impact. Ton sujet, tu as raison. Ton sujet, il faut le regarder. Avec un petit peu de recul. T'sais, moi, je pense qu'il y a des femmes qui mangent des claques à la gueule plus souvent qu'avant. Il y a des enfants qui sont plus battus qu'il y avait, mettons, il y a 10 ans. Des hommes qui sont obligés de parler parce que là, la banque appelle. Puis là, finalement, le jeu, jouer chez Normandin ou dans d'autres bars, puis dépenser 400$ par semaine, t'as pas les moyens. Puis jouer en ligne, puis tu sais, il y a plein de choses là, que tu es obligé de révéler. Puis beaucoup de frustration, mais on en parle souvent, Jerry. Oui. Il y a aussi le mood. Moi, je trouve que généralement, on a une société qui... on vend pas beaucoup le bonheur, on vend pas beaucoup le fun. On est, puis je sais que le moyen que les médias d'information, le moyen de se financer a énormément changé. Ils ont été shakés pas à peu près, puis il y en a plusieurs que peut-être qui ne passeront pas à travers parce que c'est un nouveau moyen qu'il n'y avait pas avant. Avant, tu avais un journal de 75 pages. Il y a quelqu'un qui achetait une publicité de 4 pouces par 4 pouces à la page 49 que personne ne voyait, mais il vendait ça 2000$ pareil. Tandis qu'aujourd'hui, si ton article n'est pas bon, ta page n'est pas bonne, puis il n'y a personne qui clique, tu ne recevras pas une scène. Donc, le modèle a changé. Donc, là, maintenant, pour avoir des clics, on joue beaucoup sur la peur, tu sais, c'est le mood est mauvais. Le mood est mauvais. On crée beaucoup d'anxiété chez tout le monde, avec toutes sortes de raisons. La COVID, c'en est une. Le changement climatique, c'en est une. L'économie, c'en est une. Regardez juste, parlez juste à des gens d'affaires.
lorsque LCN s'est mis, puis Québécois s'est mis sur les taux d'intérêt, là on s'est encore monté hier, là, mais je veux dire, il y a un mois, à peu près, un mois et demi, vraiment, là, c'était le sujet. Là. C'était plus il n'y a pas de masque, il n'y avait pas d'histoire. Là, c'était le sujet pendant 2 semaines. Ça s'en vient. Parlez aux gens dans les quincailleries, parlez aux gens dans la construction, parlez aux gens qui sont dans l'évaluation, parlez aux gens qui sont dans les hypothèques comme notre chum Stéphane Bruyère. Ces 2 semaines-là, on avait l'impression que l'économie était tombée d'un coup sec. Et ça a été provoqué vraiment par les médias. Et là, ils ont switché de sujet. Là. Ils sont tombés sur ces hôpitaux, puis la COVID, puis les virus d'influenza, etc. Puis ils ont oublié sur lequel ils étaient. Hop! Tout d'un coup, le téléphone s'est remis à sonner. Les gens sont tournés dans les magasins. Donc, les gens sont très influencés, plus qu'on pense. On dit « les médias sont plus là, etc. » un peu, là. Les médias sont pas mal là. Et eux ont une énorme influence sur notre bien-être. Puis moi, je pense qu'à un moment donné, collectivement... Moi, j'étais premier ministre du Québec, là. Une des choses que j'aimerais remettre, c'est du fun dans la place. C'est ça. Un peu, hein? Ça serait pas désagréable non plus. Mais à la base, les statistiques du club automobile, c'est le fun d'avoir Internet, pareil, c'est toujours bien pratique. Le club automobile, du côté des Américains, OK? Mais ça doit être pareil ici, pareil. Ils disent que 8 conducteurs sur 10 dans une année pognent les nerfs au moins une fois. Tu sais, pognent les nerfs, là, pour vrai. Je te dis pas que tu fais de la rage au volant par après puis que tu vas courir après le monde, mais à un moment donné, tu sacs. Là. Un gars t'a coupé, puis là, t'es en tabarnak. Moi, je suis là-dedans. Bon. Ça arrive au moins une fois par année. On parle d'une rage intérieure, si je peux dire. C'est une rage que tu dis... mais Jerry, regarde, mon exemple, je te dis tantôt, quand je me fais couper pour les breaks, j'étais avec ma blonde, puis tout. C'est sûr que je ne suis pas de bonne humeur, là, mais je passe à d'autres choses parce que je me dis, regarde, je ne sais pas qui me suit. Mais ce que je veux dire, c'est que le 8 sur 10, c'est quand même 8 sur 10, là, la statistique. Mais l'affaire, c'est que, comme vous venez de parler, avec la situation présente, avec la situation économique, les affaires de COVID, les médias, l'ambiance poche, là, le 8 sur 10, il y en a peut-être un là-dessus sur les 8 il y en a 7 qui vont oublier. Puis l'autre, il n'oublie pas, puis il vient fou raide. Puis je veux pas être plate, là, mais... L'autre, il vient dingue, l'autre, il est prêt à sortir de son char avec un bat de baseball. Jerry, pour parler de l'étude, le AAA, donc le Club automobile américain, il ajoutait un autre élément que je trouve pertinent. 75% des cas de rage au volant, c'est des hommes. Donc, testostérone. Pas surpris. On ne peut pas être tellement surpris. Puis ça augmente. Ce qui est un peu épeurant, Jeff, puis en même temps, on dit qu'il faut avoir du fun, mais c'est parce que la stat dit que ça augmente dans les 5 dernières années. Ça a monté de 7 par année. 7 sur 5 ans, c'est 35, là. Qu'est-ce qu'on a dans nous autres? C'est quoi qui fait ça? Pourquoi c'est nous autres? Pourquoi la rage, puis le côté tassez-vous, puis c'est moi qui mène. Il y a un côté testostérone, là. Mais en même temps, Jeff, quand quelqu'un me fait quelque chose qui est dangereux devant moi ou qui fait un geste malheureux, c'est sûr que je vais réagir en disant « Hey, ce fait-là! » Puis on réagit normalement. Mais normalement aussi, la plupart des gens tempérés, et heureusement, Jeff, c'est la majorité, là, la grande majorité, mais ça en prend quelques pourcentages qui vont vraiment tilter. Si tu me permets, je continuerai sur le même sujet. J'ai eu de la visite, OK, il y a 2 semaines. Le parrain de mon fils, il vit à Atlanta. Puis je trouve ça intéressant parce que lui, ça fait 30 ans qu'il vit à Atlanta. C'est un Québécois. Il est né à Cap-Rouge. Sa famille est à Cap-Rouge. Mais là, il est allé là-bas. Lui, il travaille dans le monde du bois. OK, vraiment. Il fait des cols. Donc, des grosses compagnies de bois. Une très grosse job là-bas. C'est comme un chimiste. Là-bas, c'est Georgia Pacific qui est énorme. Excuse. Avec lui, sa job, c'est comme un chimiste. Là, il est habillé tout le temps avec les grands habits qu'on voit dans les films. Là. Puis il travaille à faire de la colle pour des agglomérés de bois. Fait que, tu sais, il a une job extrêmement spécialisée. Il est très content d'être là. Il a rencontré sa future femme là-bas. Il est marié à une Américaine. Puis là, il y a une fille de 16 ans. OK? Sa fille, quand il est venu nous voir, il racontait, puis sa fille est avec nous. On est allé prendre un petit lunch sur Cartier. Et sa fille vient de commencer son cours de conduite. Écoute bien ça. Ça, c'est des faits. Là. Ceux qui disent « Ah, les Américains! » Lui, c'est un Québécois qui vit très fièrement là-bas, qui est très content de sa communauté. Alors, sa fille fait son cours de conduite et parmi les conseils que donnent les moniteurs de conduite à Atlanta, parce qu'il vit à Atlanta, des choses que je pense pas qu'on nous dit ça au Québec, vous me jugerez. Jamais, dans les conseils, jamais regarder et fixer un autre automobile. Jamais. Ça, c'est des choses... Jamais klaxonner pour rien. OK? Ça prend... Si tu n'as pas une bonne raison, tu ne klaxonnes pas. OK? Parce qu'il y en a qui vont trouver ça, qui vont être frustrés. Et les cas, il me dit que les cas de rage au volant font plus les nouvelles tellement il y en a, à moins qu'il y ait un mort.
Mais personne, c'est jamais dans les nouvelles. Mais il dit la peur des armes à feu, là, dis-moi, arrêtez de penser que tous les Américains espèrent avoir 3 armes à feu dans leur coffre à gants, c'est faux. Il dit, on sait qu'il y a l'amendement, puis on est tous conscients de ça, mais avec le stress économique, l'inflation, lui, il dit, c'est pire que jamais. Fait que les moniteurs, à chaque cours, Jeff, ils disent, quand tu arrives à quelque part, colle pas pour rien, fixe pas, parce qu'il y en a juste les fixés, ils vont se sentir attaqués. C'est ridicule, tu vas me dire, là. Mais donc, les incivilités sont légion. Mais je te dirais que, d'abord, moi, j'étais un mauvais parent parce que ma fille a appris à conduire en Floride et elle n'a jamais eu de cours de conduite, donc elle n'a pas appris ces affaires-là. Mais bois de j'ai dit Cracker Jack, d'ailleurs- comment t'as eu ça, son permis? Ah, c'est le même. OK. T'as pas besoin de cours de conduite. Tu fais juste montrer. C'est comme dans le temps. Tu montes à tes enfants comment conduire. Ils lisent Ah ouais, comme nous sur autres. Internet des patentes. puis ils Es-tu vont passer bonne? un test. As-tu Après ça, embarqué avec? Conduis-tu bien? Ah, ça fait ben là, quasiment OK. 2 ans qu'elle conduit. Sa voiture, Numéro un. elle est vraiment très Bon. bonne. Elle a trouvé que les routes du Québec sont spéciales. là. mais je te dirais Elle est pas que toute seule. c'est pas dit au Québec, là, mais moi, je pense que c'est ça partout. Là. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un me fixe, un peu comme Tiger me regarde de temps en temps quand il a faim, là, je vais trouver ça un peu spécial. Tu sais, je veux dire, regarder quelqu'un, c'est pas conseillé nulle part. Là. Fixer quelqu'un comme si c'était un imbécile dans son char. Effectivement, on comprend que nous autres, il n'y a pas de gun dans Non. les gens n'ont pas de gun dans la patente entre les deux bancs. Donc, mais c'est sûr que c'est des affaires de base à montrer. C'est pas méchant de le montrer. C'est sûr que là-dedans, en plus, là, tu es en Georgie, il y a de plus en plus de monde. Oui, Atlanta, c'est oui, une ville qui est oui, en oui. explosion Oui. démographique. C'est une autre réalité. Complètement. là. Non, C'est- il sait. Puis mais c'est parce que il dit s'ils le disent, parce que faut qu'ils le disent, tu comprends? Puis les Ben armes oui, à feu, ben oui. il y en a qui l'ont. Ben écoute, Jeff, c'est pas pour tuer tout le monde. Il y en a trop de tueries, mais dans l'ensemble des États-Unis, ils disent pas ça qu'ils font. Souvent, ils le montrent. Et toi, tu prends-tu ton trou quand t'attends en lumière puis qu'ils te montrent le fusil? C'était peurant pour tout le monde, là, voyons donc. Tu sais, pour n'importe qui, puis elle est jeune, elle espère que ça va être le fun de conduire, fait qu'elle veut pas avoir l'image négative de conduire, c'est dangereux, tu sais. Fait que lui, il faut qu'il enlève ça de la tête. Il dit, c'est pas tout le monde, puis ça arrivera pas tout le temps, puis écoute, oui, ton prof t'a dit ça, de cours de conduite, mais, tu comprends, Jeff, il faut que tu relativises, sinon, tu conduiras pas, là. Ah non, mais c'est un très bon conseil. Moi, je trouve que c'est un très bon conseil. Écœure pas, c'est ça. Il est encore plus important ici parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une arme. Puis si jamais tu lui montres que tu regardes dans les yeux. Ils vont parce te que le t'es trop montrer, innocent, l'arme, dans ben, ce temps-là, tu te sens petit, Ils vont te là. le montrer. Mais même partout, Ah oui. je veux dire, tu sais, c'est comme quand tu es rendu à fixer quelqu'un dans les yeux, c'est que tu veux Provoquer. partir Ouais, tu veux quelque partir de chose, quoi? là. Ben oui, tu veux provoquer, là, c'est sûr. Hey, mais sais-tu, moi, je sais que mon chum Robbie en a un dans son pick-up. Parce Oui. que de temps en temps, il va dans des quartiers un peu plus tough. Mais j'ai jamais vu. Puis, tu sais, pourtant, j'ai été souvent au Texas. On se dit, au Texas, ils ont des pick-up avec un genre de gun dans la fenêtre. Mais j'ai jamais personne qui m'a flashé un gun. Et pourtant, j'ai vécu ici des années et En fait, des tu années. souhaites pas ça chanceux. non plus, mais ça n'a pas arrivé. Puis t'es là plus. Ça a pas t'es arrivé. plus qu'à moyenne des ours qui écoutent présentement là, aux États-Unis, toi. T'es là quelques Oh mois oui, par c'est année, ça. là. Donc, quand même, je suis quand même surpris. Je sais qu'il y en a, là. La preuve, c'est que mon chum Robbie, qui est venu hier encore dans son pick-up, lui dit, moi, de temps en temps, il dit, je vais dans des quartiers un peu douteux, mettons à Miami. Je veux en avoir un juste pour ma sécurité. Je m'en suis jamais servi. J'ai pas eu à m'en servir, mais ça me sécurise. Il y a Jeff, des coins. Juste là-dessus, Les là, coins- sur la conduite automobile, t'as vu des shows de télé, il y en a des mémorables, là, où les 8 hélicoptères, les caméras de télé, puis tout le monde est là, puis ils filment un gars qui sauve de la police. On a tous vu ça, hein? Mais Ben, OJ. oui, OJ, c'est mémorable parce que c'est pour 1000 raisons. Mais après ça, on en a vu d'autres aussi. Puis ceux qui sont maniaques de ça, il y a des postes américains. C'est presque juste ça, des affaires judiciaires 24 heures par jour. Puis il y en a des poursuites automobiles. Mais à chaque fois, moi, je me dis, OK, le gars, là, il roule dans son Ford Bronco 72, dans le prolard, les vitres, pas les vitres, mais les pneus hauts de même, puis il s'en va. Là, il vient de traverser à sens unique, il passe dans la voie du centre. Puis là, il y a 16 polices qui le suivent, 8 hélicoptères, mais il se dit, moi, continuez, ça va aller mieux. Moi, je capote tout le temps, Jeff. Je me dis, je sais pas si j'ai été élevé à Loretteville, là, tu sais, c'est une petite ville, puis bon, il n'y a rien de mémorable là. Toutes les fois que je passe, je m'en rappelle qu'il n'y a rien de mémorable là, mais je me dis, lui, non, mais t'as rendu compte, là? Lui, c'est souvent des gars, là. Ça peut être une fille, mais c'est souvent des gars. Lui, il accélère, puis il risque de tuer du monde n'importe où parce qu'il passe aux lumières rouges. Il rentre dans un quartier résidentiel parce qu'il se dit la police viendra pas autant. Quand il y a des poursuites de même, là, moi, je me dis tout le temps, OK, lui, il continue en se disant probablement que je vais Ils ne subir. pogneront pas. Non. Ouais, Mais c'est ça. Mais Il y a quelque chose de Je pense qu'il y a un mois. Moi, ça me dépasse. Il y a 1 mois ou 2 mois, j'ai lu une histoire de même où ils en ont échappé un, mais je pense que c'était la première fois de Hey. mon existence que je voyais Ils l'ont quelqu'un, pas ça retrouvé? finissait, qui a Wow. réussi à sauver. OK.
Oui, ça, c'est spécial. Parce que tu sais qu'en moto, quand on était jeune, en moto, on était capable parce qu'on connaissait les coins et on savait où se sauver. En moto, quelque en moto, part oui. dans- Ah oui, oui, Il y a toujours oui. un boisé pas loin, Il y a là, des on places où était ils capable de passent pas, là, sauver. t'as raison. C'est ça. Mais en auto, c'est assez. 99,9% du temps, tu es sûr que ça va mal finir, là. D'après moi. Mais il y a quelque chose, tu comprends-tu, il y a quelque chose au deuxième étage qui cloche quand tu continues de même. Là. Que tu t'arrêtes. Ben, en même C'est temps, clair. juste parce que, tu sais, en même temps, les moyens de la police, là, les tapis de clous, puis les policiers, comme s'ils se parlaient pas pour un peu plus loin t'arrêter. Tu sais, tu dis, va aller plus vite. Parce que moi, écoute, c'est pas grave, là, on réglera pas ça le matin, là, mais à chaque fois, je me dis, oh, il y a quelque chose qui marche pas, là. Je sais pas. Puis surtout dans des endroits, je dis pas qu'il n'y a pas de. C'est sûr que là, on a entendu le defund de police, puis il y a quelques États américains que c'est très, très woke, là, donc ils essaient d'enlever les armes aux polices, puis quasiment le char. Là. Mais dans la majorité des États, les polices, c'est pas des polices de plastique. Là. On va dire de quoi, s'ils veulent aller te chercher par le fond de culotte, ils vont finir par t'avoir, puis ça va vraiment, vraiment, vraiment mal finir. Je sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Il faut vraiment qu'il sauve En de allant quelque plus chose de vite, je gros. vais m'aider, ça va aller mieux. Ben oui, ça va aller mieux. Jeff, je veux te parler du lent redécollage du trafic aérien. On a beaucoup parlé de voyage récemment. J'en ai parlé beaucoup. Tout le monde en parle, tout le monde en rêve. Je ne sais pas si à chaque fois que les taux d'intérêt montent, les gens se disent « Ouais, le voyage dans le Sud, ça se peut qu'on paye peut-être plus pour quelques abonnements de nos enfants au lieu du voyage dans le Sud. » Je ne sais pas. Là. Qu'est-ce que les gens vont faire? Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais je veux juste dire que j'ai des stats que je trouve intéressantes, particulièrement pour la Chine. Tantôt. C'est parce qu'il y a un rapport qui est sorti de l'Association internationale de transport. On parle du nombre de passagers qui va dépasser 4 milliards l'année prochaine, en 2023. Mais ça va être quand même juste pour référence. Sinon, c'est pas en tout où on s'en va avec les références. Quand tu ne sais pas les références d'avant, la pandémie, tout ça, tu peux pas. Mais Ouais, ça veut dire non, quoi, c'est 4 ça. milliards, C'est 15 de moins qu'en 2019. Là, on sait, OK, 4 milliards, c'est bon. Mais après ça, on regarde par rapport à les compagnies aériennes comme telles, qu'est-ce qu'ils ont perdu comme argent? Ça nous donne une idée du replacement dans l'économie des compagnies. Compagnies aériennes, donc, ils ont perdu en 2022 7 milliards. Tu te dis, tabarouette, c'est de l'argent. Par contre, en 2021, ils ont perdu 42 milliards. Donc, 7 milliards cette année de pertes. 42 l'année passée. Tu dis, oh, OK, ça, c'est grave. Mais attends, en 2020, quand tout a fermé, là, ou presque, tu comprends, Jeff? C'est 145 milliards. Donc, ils sont passés de 2020, 145 milliards de pertes, à 42 l'année passée, puis 7 cette année. Tu comprends que ça s'améliore. Mais c'est quand même des milliards de pertes par Ben oui, c'est beaucoup d'argent. Mais C'est ça, ils ne sont pas encore revenus. C'est ça que je voulais dire. Le nombre de passagers aériens mondialement, juste pour te dire, c'est juste ce qui est intéressant, c'est juste de voir la gradation. Quand on dit les gens voyagent plus, les gens rêvent de voyager plus, la courbe de la population fait que les gens sont plus âgés. La plupart des gens, d'ailleurs, ce qui va nous sauver d'une certaine façon, Jeff, à mon avis, puis je ne suis pas un économiste, mais vraiment pas, ce qui va nous aider, je ne devrais pas dire sauver, ce qui va nous aider, même avec la crise des taux d'intérêt élevés, qui frappent bien du monde, surtout sur les 30-40 qui ont des taux variables, ce qui va nous aider, c'est qu'il y a des gens de 60 à 80 qui ont de l'argent, qui ont de l'équité, qui ont fait de l'argent, qui ont vendu leur maison, qui ont encore l'équité de la maison. Eux sont capables de continuer à aller à l'épicerie. Ben, tout le monde va à l'épicerie, là, mais de continuer à dépenser comme avant, aller au restaurant et voyager. Eux autres vont permettre ça, plus que d'autres qui sont plus serrés à 35-40 ans et qui ont plein pas de difficultés, mais de responsabilités familiales. Donc, je reviens. Nombre de passagers aériens mondialement, en 70, je vous pose la question, il y avait combien de gens dans le monde entier qui voyageaient en 1970? C'est en millions, c'est en millions, c'est pas en milliards, c'est en millions. C'est sûr que la population n'était pas la Non, même. mais non, je veux ça a dire, bougé. en pourcentage, là, il n'y a pas grand monde qui voyageait. Il y avait, tous ceux qui voyageaient avaient des manteaux de poil. Ben, les Je madames. veux juste te rappeler pour te faire rire, Jeff. C'était mon oncle puis ma tante qui avait de l'argent. Pour vous, Il y avait une Cadillac et des manteaux de fourrure. puis un gros Chrysler New Yorker Brougham. Oui. Mais Ouais. 1968. Il te ramenait des oranges. Ah oui, Jeff, en C'est pas 68. fin, ça, pareil. Quand tu y penses, là. Mes parents ont fait leur premier voyage transatlantique dans un avion à hélice en 68, OK? Et si OK, bol. mais juste pour te dire, puis là, vous allez dire, ça se peut pas, mais c'est la réalité surveillée. Allez voir sur le web. En 68, mes parents ont payé 1200 $ du billet. C'était hors de prix voyager, hors de prix, surtout aller en Europe. Parce que l'avion arrêtait à Gander parce qu'il ne traversait pas. Puis là, il allait mettre du gaz, fait que c'est épouvantable. C'est tout le long, les hélices. Pensez-y, là. C'est aucun plaisir, tu comprends-tu? Mais juste pour faire une référence, 68, ils payent 1200. Aujourd'hui, 1200, si tu achètes au bon moment, tu vas aller à Paris, des fois à 700$ canadiens, aujourd'hui en 2022. Bon, je ferme la parenthèse.
310 millions en 1970 voyageaient. En 90, 20 ans plus tard, on est rendu à 1 milliard, Jeff. On passe de 310 millions à 1 milliard de voyageurs dans le monde. 1,6 milliard en 2000, 2,6 milliards en 2010. Incroyable. Tu vois? Fait que là, les compagnies aériennes, là, il y a une chose qu'on voit moins, qui m'avait quand même étonné. Je parlais de la Chine. La Chine, tu sais, on dit souvent, c'est comme l'Inde. Tu sais, t'as Hollywood. Tu sais, quand on apprend Bollywood, moi, j'ai vécu une fois, dans un voyage, à Madrid, Jeff. On va à l'aéroport, pas à l'aéroport, on arrive à notre hôtel à Madrid, au centre-ville, une très belle ville espagnole. Et c'est bloqué, les agents de sécurité, la police à notre hôtel. Puis là, ça prenait un code pour rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait les vedettes du Bollywood, donc les stars indiennes. Mais là, on ne réalise pas que c'est un pays d'1 milliard 200 millions. Ils ont leur propre système, leur propre film, leurs propres affaires. Mais mais écoute, donc j'ai vécu ça. Puis là, nous autres, on est à travers des superstars indiennes qu'on ne connaît pas. Puis évidemment, parce qu'on est inculte puis qu'on n'a pas cette connaissance-là, ils se ressemblent tous, ils sont tous habillés pareil. On est un peu niaiseux là-dessus. Quand tu n'es pas habitué. Moi, quand j'étais plus jeune, je disais à mes parents, j'ai dit, c'est quoi la différence? Ils sont tellement chinois, ils se ressemblent tous. Mais c'est parce que c'est des traits, il y a des traits, mais ceux qui sont chinois ou ceux qui sont asiatiques vont avoir une grande différence. Nous, on le voit moins quand tu es moins habilité. Donc, je vis ça là-bas. Et là, je veux juste te dire que quand on parle de la Chine, on parle aussi d'un pays qui a ses propres compagnies aériennes. Ils font affaire avec Airbus et Boeing. Mais de plus en plus, Jeff, ils ont leur propre compagnie à eux, leurs propres entreprises qui font des avions. Fait qu'ils deviennent très autonomes. Dans le monde de l'aviation, ils sont dans... Ça, j'y prendrais moins, ça. Non, mais... J'aime moins ça, moi. Moi aussi. Moi, j'étais chinois, les Comacs, j'aime pas ça, moi. C'est comme les avions russes, là, tu pas lèves. Ouais, c'est ça. Moi, les Comacs, j'aime pas ça. Qu'on appelle tu lèves pas, non pas tu pas lèves. Là. Marque Airbus puis Boeing, ça, sur l'avion. Ils ont beau dire, c'est vrai, moi je suis d'accord avec vous, là, ils ont beau dire que ça a changé la Chine, puis tout ça. Ça a changé parce que les compagnies américaines, les compagnies européennes font affaire là-bas avec leurs specs à eux. Tu comprends qu'ils sont capables de faire des iPhones qui vont être bien faits en Chine. Mais quand eux font des choses pour concurrencer, attends un peu. Là, wow. Made in China, là, c'est pas complètement fini. Là. Moi, je suis d'accord avec vous. Ils sont bons pour faire les autres, mais c'est parce que c'est tout le temps des affaires piquées. Bon, on n'est pas sûr qu'il ne manque pas une page dans le livre. C'est tout le temps du la phrase aussi. Du vol intellectuel, de propriété intellectuelle. Mais des fois, il manque une couple de pages dans le moteur. Le côté, ça va faire pareil. Hein? On peut pas... Ça va faire pareil. Tu sais, le côté, ça va faire pareil, on met ça. C'est-tu assez fort, ça? Ça va-tu tenir? Oh, ça va faire le job. Fait que, puis les autres ne veulent pas vendre cher, ils veulent être concurrentiels. Ils ont le sens. Ils ont quand même le sens des affaires. Mais c'est pas toujours pour la qualité. La qualité, on n'est pas là. Mais la Chine, OK? Vous allez voir, les chiffres sont assez impressionnants. Le nombre de passagers aériens a été multiplié par 1000 depuis 1975. 1000 fois plus de passagers chinois dans les avions, 1000 fois plus depuis 1975. Alors? Donc, ça veut dire que s'il y en avait 1 million, il y en a 1000 fois 1 million. Il y en avait 700 000 en 1975, 16 millions en 90, 70 millions en 2000, ça, c'est les Chinois qui voyagent. Wow. 266 millions en 2010, Jeff. Et tiens-toi bien, 680 millions en 2020. As-tu pensé la progression, toi? Donc, la différence, puis le gars comme moi, qui avec sa blonde et son fils prennent l'ascenseur pour monter en haut du Mont-Blanc, puis qui se revire de bord et qui dit finalement, on est 40 ici, 37 Caucasiens, 37 Asiatiques et 3 Caucasiens. Moi, ma blonde et mon fils. Si les Chinois ne sont pas là, et ceux qui peuvent voyager sur le milliard et quelques, ceux qui sont dans la classe moyenne et supérieure, Jeff, ben, il y a un autre problème de tourisme mondial. Les chiffres sont impressionnants. Là. Tu pars quand même de 700 000 en 75. Pas si loin. Là. C'est 35-40 ans. Puis, mon feeling, c'est que la courbe n'est pas finie. C'est-à-dire que, on le voit, il y a de plus en plus de Chinois qui deviennent de la classe moyenne, etc. Donc, c'est des gens qui veulent sortir un peu de chez eux, aller voir du monde, aller voir des affaires. On va dire de quoi, d'après moi, ça risque d'être peut-être pas la moitié des gens qui voyagent, mais ça va être une des clientèles les plus payantes pour l'industrie du tourisme. Est-ce que
Québec va vouloir les avoir dans le futur si un jour ils veulent venir faire un tour. Ça déborde un peu. Il y en a un peu. Il faut qu'il y en ait beaucoup pour que ça déborde ici. Parce que c'est pas la première mais ici, on n'en veut pas parce qu'on dit qu'on a du surtourisme. Oublie pas ça. Ouais, L'affaire, c'est qu'on veut qu'ils viennent nous voir, mais nous autres, on ne veut pas aller voir. Le surtourisme, ça me fait rire. Si c'est 10 fois dans l'année, moi, je pense, sais-tu à qui je pense? À mes amis, t'en as tellement, toi aussi, Jeff. Et Jerry, c'est pareil, on a des gens qu'on connaît dans le commerce. On a surtout des gens dans les hôtels, dans les bars, des restaurants. La ville de Québec, c'est une ville qui est essentiellement touristique pour ce qui est de l'argent neuf qui s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter la ville. Puis les autres, quand ils entendent ça, ils lèvent de 6 pieds dans les restaurants et dans les hôtels. Le maire ne peut pas dire ça. Le maire ne peut pas dire qu'il faut régler le surtourisme. Si c'était un surtourisme 200 jours par année, attends un peu, pas pareil. C'est sûr que quand il y a 3 bateaux de croisière puis il y a 25 000 personnes dans la fin de semaine, ça fait beaucoup de monde. Mais quand il y a beaucoup de monde, un peu partout dans le monde, que tu sois à Paris, que tu sois à New York, que tu sois à Miami, quand il y a beaucoup, beaucoup de monde pour un événement, Jeff, t'attends plus. T'es moins bien servi. Mais par contre, tu dis c'est le fun, il y a du monde, la ville est vibrante. Tu comprends? Tu peux le voir de deux façons. Christy, si c'est 10, 15 jours où c'est vraiment, vraiment le bordel sur la rue Petit-Champlain, d'abord, parce que Petit-Champlain, c'est petit, c'est beau, c'est intense, mais il n'y a pas que ça à Québec. Par contre, ceux qui débarquent des bateaux, ils veulent le voir. On comprend tout ça. Mais est-ce qu'il y a un surtourisme au point où on dit « Ah, on va peut-être enlever toutes les autos dans... » Voyons donc. C'est trop. Tu trouves-tu que... Parce que moi, j'étais de ceux... J'ai pas voté pour lui, là, mais je connaissais Bruno avant qu'il soit maire. Puis, je trouvais que c'était un gars qui avait... Il travaillait pour Centraide. Je l'avais même connu un peu avant dans une autre occasion. Puis, c'est pas un gars méchant. Là. Je veux dire, c'est pas un gars pas fin. Puis, c'est un gars qui a donné du temps pour Centraide. Puis, je comprends qu'il était payé 200 000 par année. Quelqu'un me dit, mais il était payé 200 000. Ouais, mais il aurait pu. Il y avait tout ce qu'il faut pour aller ailleurs. Là. Il n'a pas choisi la place la plus facile. Donc, il faut lui donner ce que. Puis là, j'ai dit, c'est un gars. C'est un gars intelligent, c'est un gars qui a des belles valeurs, etc. Donc, je ne voterai pas pour lui pour telle ou telle raison, mais si Québec, demain matin, là, comme maire, on n'est pas mal pris. Mais là, on va dire de quoi, je le regarde aller. Je me pose beaucoup de questions sur ce gars-là. On apprend souvent à découvrir les gens avec le temps, là, mais des fois, je ne sais pas pantoute où il s'en va. Non, mais tu sais quoi? Bruno, là. Monsieur Labaume avait le même problème. Il a eu maille à partir avec beaucoup de gens de l'industrie du commerce. Les commerçants, tu te rappelles, les taxes, entre autres, mais l'accès, les rues piétonnières, personne n'est informé, puis bing, bang. C'est bon. Les villes mondiales, il y en a plusieurs qui ont des rues piétonnières, puis c'est agréable quand tu es touriste, tu te promènes là-dessus. On l'a tous vécu. Moi, je ne suis pas contre ça, mais là, le problème, c'est que présentement, dans le Vieux-Québec, lui, il décide que... il décide. C'est le maire. Fait que c'est sûr que, oui, on prend ça comme étant, entre guillemets, moi, je ne suis pas là, mais on prend ça comme une menace, dans le fond. Il dit, on regarde même peut-être enlever les autobus, enlever ci, plus permettre les autos dans la ville emmurée. Un peu. D'abord, sais-tu quoi, Jeff? En partant, là, il y a un problème. Parce qu'on nous a dit, là, ça va prendre au moins une épicerie dans le Vieux, parce que tu ne peux pas vivre là, il n'y a pas d'épicerie, il faut que tu sortes tout le temps. Et ça prend plus de monde parce qu'on ne veut pas juste avoir des commerces, on va avoir du monde qui vive la ville, dans la côte de la fabrique, près de l'hôtel de ville. Ça prend du monde en ville. Mais on va leur enlever la possibilité de rentrer chez eux avec leur auto et de sortir parce que ça va être... Tu sais, ça marche pas. Là. Tu peux pas tout faire ça en même temps. Puis tu peux pas non plus prendre une situation circonstancielle, l'arrivée des bateaux à l'automne, septembre, octobre, où des fois, il y a trop de bateaux en même temps. Avant de faire ça, là, moi, quand je connais pas ça, je vais te donner mon 5 minutes, là, Jeff. Avant de faire une mesure qui ferait qu'on enlève les autos dans les rues, on peut-tu parler avec M. Girard du Vieux-Port et dire Hey Mario, on pourrait-tu penser que les bateaux, ils n'arrivent pas tous le vendredi, les 3, 4 en même temps? Y a-tu moyen, mettons, tu comprends ce que je veux dire? Il y a d'autres Solutions que de dire on barre la Haute-Ville complètement, les murs. C'est pas... Parce qu'on a l'impression que ça devient toujours une guerre à l'auto. Puis ça commence à tanner beaucoup de monde. Tu veux pas. Regarde, moi, je suis le premier pour vouloir brûler de gaz à 1,50, là, mais on roule pas pour rouler juste pour le plaisir. Mais ça, on dirait qu'ils n'ont pas ça dans la tête. Hey, merci, Gilles. C'est très apprécié. N'oubliez pas que Gilles a son propre podcast. Tu as eu qui cette semaine? C'est une bonne question. Je me mets ça en ligne tantôt. Hey, en fait, tu sais quoi, Jeff? Tu me prends parce que je suis en train d'en faire pour le début de l'année aussi. Alors, j'avais les deux... Toi, t'es
t'es fait un peu à l'avance, tu les travailles après. Puis, Aujourd'hui, j'ai de quoi qui touche. Tu as des dates pour chacun. Je vais te le dire, c'est Denis Anger, que j'adore, journaliste et historien. Il vient me parler des marchés de Noël, l'histoire des marchés de Noël. Moi, j'en ai appris beaucoup là-dedans. Et que je te donne un élément. Ça va être mon podcast qui va être en ligne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Christmas? Ouais. Christmas, c'est Christmas. Mus. Quand tu décortiques ça, c'est Chris et Mus. Donc, le Christ. Donc, la naissance de Jésus. C'est aussi la messe de Jésus ou la naissance de Jésus, c'est ça. Fait qu'il il y a plein de... Je sais non, pas. non plus. Pas du tout. Puis moi, je pensais aussi que... tu sais, notre Noël à nous autres est arrivé... Dans le fond, le Noël commercial dont on se plaint est arrivé en 1930. Tu dis, Caroline, il me semble Saint-Nicolas, c'était vieux comme toi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Au début, ce qui est très drôle, ce qui m'apprend, j'ai toujours pensé que c'était une fête religieuse, moi, Noël, mais il ne dit pas du tout. C'est devenu religieux au bout de plusieurs centaines et même des milliers d'années. Au début... Ça a toujours été une fête commerciale qui a bougé le commerce. Le commerce, en 1930, c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. Mais ça n'existait pas avant. Exact. Le Saint-Nicolas, dont les vieilles générations, même pas les générations actuelles, mais Saint-Nicolas, c'est un habit rouge aussi. C'était comme un... Mais c'était les païens qui ont inventé les fêtes de fin d'année. Donc, si vous voulez écouter ça, oui, Gilles, son podcast est disponible. GilesParent.com, mais également sur toutes les applications de podcast. Vous pouvez écouter le même dans les murs à Québec. Gilles. Hey, thank you, man. Bye. Bien le fun de t'avoir. Puis, on a bien du stock dans les prochaines minutes, mais juste avant, nous autres aussi, on est disponible sur toutes les applications. Si vous nous écoutez actuellement sur radiopirate.com, on est en podcast sur toutes les applications. On est également sur TuneIn Radio. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. Voilà, on revient dans quelques instants avec le Dodu et c'est Dodu News. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu sur Radio Pirate Live. Et on a l'aubergiste qui lance le week-end dans les prochaines minutes. On revient. Jeff Fillion. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Simonac de Simonac, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu notre chum, le Dodu. On l'a eu dans le vestiaire avec le fatigant à l'Est qui est toujours en train d'y parler de ses chips dans un Ziploc. Donc, qui t'a appelé d'ailleurs il y a quelques minutes juste pour te demander encore d'arranger des histoires de football, les billets. Les c'est pas fort là-dedans. Il n'aime pas ça, organiser ça. Il laisse ça dans le cours des autres. Donc, il est chanceux de t'avoir. On le salue, notre chum Les. Dodd, bienvenue. Comment tu vas, mon ami Dodd? Ça va bien, vous autres, les boys? Ah oui, écoute, laisse quand il est en onde, là, il m'écœure tout ça, mais en privé, il m'a dit ça m'appelle pour régler des problèmes pas mal. Là, fait que, on connaît. On le salue, effectivement, mais il m'a dit je suis content de ne pas être là. Mais j'ai été un peu surpris quand Mr. White il m'a demandé de faire le live. Parce que moi, au début, je pensais que vous me passiez dans le live juste pour appâter Papy Poubelle pour qu'il s'abonne. Ah oui! Fait que là, vu qu'il s'était abonné, j'ai dit peut-être qu'ils vont la mission accomplie. Là, il s'est abonné, là, Papy Poubelle, mais c'est moi qui paye son abonnement. Non, c'est vrai, c'est lui qui paye, mais j'ai fait un prix. J'ai fait un prix Papy Poubelle. Prix d'ami. Oui, c'est ça. Non, mais sinon, je suis content de parler aux cheap pareil. Là, on les salue, la gang de cheap. On les salue. Donc, si vous voulez plus être des cheap, vous allez sur radiopirate.com et vous abonnez pour entendre plus de Dodu. Hey, écoute, t'es allé... je veux pas te... Tu sais, Dodu, pour les gens qui ne le connaissent pas, Dodu, c'est un peu... c'est un peu un genre de cheap. C'est quand moi, je pensais que j'étais cheap, mais Dodu, c'est le best des best. Effectivement, il amène ses chips dans un bol de plastique Tupperware. Mais ce qui me surprend, c'est que Dodu, qui est un gars, il faut le dire, Dodu, on n'est pas inquiet pour son avenir. Et il travaille pour une compagnie qui appartient à notre chum Denis de Beautiful et à ses associés. Et puis, on sait que c'est une compagnie qui va très bien aux États-Unis et au Canada. Donc, Tamco, je veux saluer Denis, je te salue également. Donc, je sens un changement dans Dodu. On dirait qu'avec la grosse job, le gros salaire, maintenant, c'est le hockey le jeudi, le dimanche, on est au football, la bière à 12 piastres US. Qu'est-ce qui arrive avec Dodd, tu vas le faire? Ah oui, des grosses dépenses. Ben non, mais Jeff, j'avais
j'avais, pendant une couple de jours, mon père, son frère à lui, donc mon oncle, puis mon frère à moi. Puis c'est tout du monde, tous des gars, des passionnés de sport. Mon oncle a joué junior, est allé dans les camps d'entraînement en pro. Mon père a coaché longtemps. Mon frère a joué un peu plus, mais il s'intéresse beaucoup. Fait que, tu sais, ça arrive pas. Puis là, ben, comme déjà on l'a mentionné, tu sais, moi, maintenant, je réside en Floride. Eux autres sont au Canada encore. Fait que ça arrive pas toutes les semaines là, qu'on peut aller, les 4 boys de même, aller. Puis moi, j'ai des cousines à côté, j'ai pas de cousins, tu sais. Fait que la gang de boys avec le hockey puis le sport, on est une petite gang, là, tu sais. Fait que combien de fois ça arrive par année, tu penses qu'on est les 4 en même temps? Puis là, en plus, depuis 2-3 ans, c'était jamais arrivé. Fait que, écoute, on n'a pas craché ses dépenses. Là. C'est pour ça qu'on est allé au match du Lightning. Puis on aurait pu, écoute, même le match du Lightning, on se l'était dit. Là, on se dit, garde, ça se fait notre genre de cadeau de Noël commun. Là. On s'est pris des bons billets. Je pense que les billets en haut étaient quelque chose comme 60$, 70$. On s'est pris des bons billets en bas. On avait tout un match qui a fini en prolongation en plus contre le Toronto. Matthews, by the way, pas facile en personne. Je ne l'aimais pas à TV, mais en personne, je ne l'aime pas non plus. Comment ça? Puis là, ben, après ça, match des Buccaneers. Fait qu'on s'était fait un genre de fin de semaine de même. Mais écoute, Jeff, tu le sais, quand t'as de la famille de même, ça arrive pas. Ça va réarriver probablement juste dans un an. Là, fait que, ben moi, quand ma famille venait, quand j'ai de la famille qui venait, je disais, regardez, je vais m'occuper de tout, puis vous autres, en échange, vous me payez mes billets. Ah, tu vois, tu es plus brillant que moi. Moi, je me suis occupé de tout, mais mon billet n'a pas été payé. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai tout donc, occupé de ça. Le géo-organisateur bénévole en plus. T'as vu un bon match de hockey, t'as vu Mathieu, je ne sais pas trop pourquoi tu l'aimes plus ou moins, mais je regardais le match où tu étais présent, c'était le Monday Night, c'est ça? C'était lundi? Puis là, je regardais le match. D'abord, le match était plate à mourir. Je suis allé me coucher et c'est rendu quoi? Je pense que les Steelers, pas les Steelers, mais les Saints menaient par 13 points. Mais c'était surtout un match plate à mourir. Mais plate. Et là, moi, j'ai dit, bon, ben écoute, ils vont en perdre un autre. Ils n'ont pas d'offensive. Et finalement, Tom Brady a remonté ça. Mais tu dis que même si tu es un fan de Tom Brady et des Buccaneers, malgré la victoire contre les Saints puis le comeback que tu as vu, parce que le lendemain matin, je me suis dit, est-ce qu'il l'a fait comme plusieurs puis il l'a quitté avant puis il l'a manqué? J'étais content de voir que tu l'avais vu. Mais pourquoi tu dis que tu es encore inquiète pareil pour les Buccaneers qui ne sont pas sortis du bois? Ben, parce que, Jeff, la game était plate. Pourquoi? Parce que premièrement, les Saints ne sont pas une grosse équipe, là. Mais les Buccaneers, Jeff, ça aligne, là. Tu t'en parles souvent, là, mais ça n'a aucun sens. Le 76, le garde, là, à gauche, là, calvaus. Mais, gars, Jerry, vas-y. Jerry, appelle le DG des Bucs, là. Va te mettre sa ligne à gauche. C'est sûr que tu ne fais pas pire que lui, là. Ah non. Je pense que c'est Smith, son nom de famille. Le chandail est sorti des pantalons. Il se fait bulldozer à toutes les Christie de jeu. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? Tom, il n'y a pas de temps pour lancer, Jeff. Ils ont encore des bons receveurs. Mais tu sais, c'est niaiseux, là, les Bucs en fin de... Des fois, mettons, en fin de jeu ou en fin de demi ou en fin de match, ils essaieraient de faire un Hail Mary ou je te donne un exemple même plus concret que ça. Premier ou deuxième essai, il y a une pénalité, puis là, c'est 2e et 17. Les gars ne peuvent même pas faire 17 verges de tracé, puis après ça, mettons, couper vers les lignes de côté ou le milieu. Ils n'ont même pas le temps de faire ça que Tom, il faut déjà qu'il lance. Non, regarde, on sait, mais c'est parce que les gens oublient comment les lignes offensives, c'est ce qui fait le gagnant et le perdant. Tu regardes la ligne de Tom Brady, le nombre de personnes depuis 2 ans qui ont pris leur retraite, ceux qui sont blessés, je pense qu'il manque 5 gars ou à peu près, donc il y a une ligne très ordinaire. Puis en fin de semaine, tout le monde me demandait, est-ce que les 49ers puis les Dolphins, tu sais, Tua, une excellente saison, probablement les meilleurs stats de carrière, mais en fin de semaine, il n'était pas là pantoute, et j'avais collé à la shot. Jerry m'a demandé dans son pool, il dit, je prends-tu 49ers ou Dolphins? J'ai dit, tu prends 49ers, parce que j'ai dit, moi, je suis les blessés. Puis le lundi, je regarde, parce que je regarde l'évolution des blessés pendant la semaine. Et la ligne était décimée à grandeur. C'est pas sorcier à comprendre, le football. Si tu n'as pas de ligne, t'es mort. Ben c'est ça. Puis là, ben, c'est pour ça, là, le monde, là, à fin de deuxième quart, avant la demi, ça huait parce que là, Brady il a mis son genou à terre parce qu'il restait 4-5 secondes. Ils n'ont rien essayé. Tu sais, le monde était... Écoute, c'est pas compliqué, Jeff. Moi, t'avouer, là, moi, il restait 7 minutes. Son père s'est tourné et dit, bon, il va dessus parce qu'il y avait déjà à peu près la moitié du stade qui était parti. Là. Et il y avait quoi, c'était quoi le score à ce moment-là? Les vrais fans, eux autres, là. C'était quoi le score? Ils perdaient encore par 13.
Ils perdent encore par 13, mais là, moi, mon père, il dit on y va dessus. Je dis attends, regarde, il reste 7 minutes, il en reste encore un peu. S'ils les arrêtent tout de suite, ils vont peut-être être capables de faire de quoi. Puis là, comme de fait, ils ont arrêté les Saints. 1, 2, 3, 4 jeux. 3 jeux, ils bottent. Ils ont fait le premier touché, il restait 3 minutes. Ils ont réarrêté là, 1, 2, 3, ils puntent avec un méga sac du corps. Puis le dernier touché était à 3 secondes de la fin. Mais je ne sais pas si vous l'avez écouté. Si vous avez écouté les highlights, vous l'avez peut-être vu aussi. Mais ils ont scoré 2 touchés à la fin. Parce que là, le premier touché fait une passe dans la zone début. Qui c'est qui se fait pogner pour un holding? Le Christy de 76 à gauche. Hey, on était... Voyons donc, esti. Ça n'avait aucun sens. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, je sais, comme tu disais, il y en a qui ont pris leur retraite. Je sais que sur la ligne en tant que telle, ils ont 2 blessés. Ils ont le centre, entre autres, qui est un élément important. Puis ils ont un autre garde, je pense. Je ne sais pas, ces gars-là, sont-ils finis pour la saison? Ils vont-tu revenir? Mais c'est juste plate parce que je pense que Brady en a encore dans le bras, là. Mais en ce moment, pour qu'il ait du succès, il faudrait qu'il court un peu comme Patrick Mahomes parce qu'il faudrait qu'il se détache de la pochette protectrice. Il ne peut pas rester là, Jeff, je te le dis. Je te le dis, les gars n'ont même pas le temps de faire 12 verges qu'il faudrait qu'ils lancent la balle. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ils font souvent des play action. Le toucher, d'ailleurs, c'était ça. Il y a juste une petite passe à option voyons, j'oublie son nom, Rashad White. Puis il s'est rendu jusqu'en zone début après. Mais tu sais, même quand ils ont remonté le terrain, Jeff, là, c'était pas des passes de 50 verges, là. C'était à coup de 10, 12 verges. Oups, on reprend. Ils ont pris le time-out pour freiner les Saints. Donc, dans leurs 2 séquences à l'attaque, ils les ont emmenés jusqu'à la porte début. Ils n'ont pris aucun temps d'arrêt. C'était juste, des petites pauses vite, on refait le jeu. Petites pauses vite, parce que les gars n'ont pas le temps de se rendre. Tu sais, Mike Evans, sur des longs tracés, excellent receveur, mais il n'a même pas le temps de se rendre. Fait que c'est vraiment pas facile, ça ligne. Pas qu'est-ce qui va arriver. Ils vont probablement faire les séries pareil, parce que, regarde, ils repognent les Falcons et les Panthers de la Caroline une fois chaque d'ici la fin de l'année, eux qui sont dans leur division. Là, il y a quelques matchs difficiles qui s'en viennent, entre autres contre les Bengals et les 49ers. Mais écoute, ça sera pas facile. S'il arrive d'un playoff avec cette ligne-là, c'est Tom Brady, fait que je ne gagerai pas contre. Là. Mais Tom Brady ou pas Tom Brady, quand tu as une demi-seconde ou une seconde pour lancer. Hey, t'as-tu suivi, on change de sujet complètement, puis on viendra au sport tantôt, on parlait de Tiger Woods tantôt, mais on a plein de sujets dans le Dodu News. As-tu suivi l'histoire de ce matin où la joueuse de la WNBA qui était pognée en Russie depuis plusieurs mois parce que la cave avait commencé à fumer du pot avec une vapoteuse ou je ne sais pas trop quoi, puis elle en vendait en plus. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas être très brillant. Elle en a offert à du monde. Oui, je ne sais pas si elle en vendait, mais elle en offrait. Elle en avait en masse. C'est ça. Il ne faut pas être bright. Finalement, elle s'est ramassée en prison. Quant à moi, elle aurait pu rester là. Mais écoute, le symbole derrière ça, surtout que c'est avec la Russie, puis ce qui se passe en Ukraine. Donc, le gouvernement a négocié un deal. Donc, c'est la preuve que les Russes et les États-Unis sont capables de jaser. Mais je demandais à Jerry ce matin, un peu plus tôt dans Radio Pirate Prime, j'ai hâte de voir avec qui ils ont échangé. C'est-tu, je le sais, oui, je sais qu'on l'a. Oui, on l'a su. C'est le marchand de la mort. C'est un des plus gros dealers d'armes. Les Russes sont gagnants. Les Russes sont gagnants dans le deal. Oui, pas à peu près. Là. Quelqu'un de la NBA qui fume du pot contre un des plus célèbres bandits C'est un gars de film, ce gars-là. Là. Ah non, même Marc Bergevin, dans l'échange avec Sergachev, il n'a pas de l'air aussi fou que ça. Non, les Russes sont crampés de rire. Là. Ils viennent de... Le gars, il s'appelle Victor Bout. Oui. OK? Oui. Russe, c'était, à une certaine époque, le plus gros marchand d'armes sur la planète. Oui. Tellement gros qu'il y avait même une flotte d'avions à lui. Puis mettons qu'il y avait un gars bizarre en Somalie, puis il disait « Ah, j'ai besoin de Kalachnikov. » Puis beaucoup de Kalachnikov. Oui. Et aussi beaucoup de mines antipersonnelles. Oui. Beaucoup de mines. Donc là, t'appelais Bout, tu disais « Ouais, j'ai besoin de stock. Pas de problème, l'avion part, elle va aller te porter ça. » Lui, il shippait du stock au Soudan, en Angola. Tous les régimes dans le monde où ils ont des gars douteux, en fait, des gars qui ont besoin d'armes. Ah, il y a même... Lui, quand il s'est fait arrêter, là,
La raison majeure, c'est qu'il a fourni les talibans. C'est pour ça que les Américains voulaient l'avoir, parce que lui, il s'est fait ramasser en Thaïlande. Comment ils ont pu faire ce deal-là pour, je comprends, là, une citoyenne américaine qui est en prison là-bas, mais c'est quand même, pour vrai, là, elle a manqué de jugement, puis je veux dire, Elle a manqué de jugement. qu'elle soit en dedans ou pas en dedans, là. Malheureusement pour elle, ça ne changera pas grand-chose sa boule. Mais de voir que le malade est dehors, ça, c'est pas safe pour personne, là. Ça, c'est pas safe pour personne. Lui, il était en prison en Illinois, puis il était là pour 25 ans. Lui, il rit en tabarouette. Sacrement. Non, lui, attends un peu, là. Là, t'as échangé un char, un petit char fini, rouillé de 20 ans contre un escalade flambant neuf de l'année. Là. Ça veut dire, l'échange n'a pas de sens. L'échange entre les deux personnes, ça n'a aucun sens. Là. Il y en a une qui avait de l'huile de pote dans son sac. L'autre, c'est conspiration pour tuer des citoyens et officiels américains. Ben oui! Livraison de missiles anti-avion. Puis donner de l'aide à une organisation terroriste. Excusez-moi, là. On n'est pas des mêmes niveaux. C'est malade. Ça prend juste une organisation de sauter comme la gang en Biden. Un endormi comme Biden. C'est fait. Es-tu vraiment au courant? Je ne suis pas sûr qu'il est au courant bien. Regarde, spécial. Hey, Dodd, dans tes sujets, il y en a un que je veux que tu m'expliques. J'ai tombé là-dessus un peu, mais je ne suis pas connaisseur, mais je veux que tu nous l'expliques à nous autres, puis aux pirates, incluant les pirates cheap qu'on aime bien. C'est les fameux ESG, donc les fonds qui doivent avoir des genres de critères woke. Et on sait qu'au Québec, il y a énormément de pression sur les fonds de pension des universités pour les profs. Ensuite, la caisse de dépôt. On ne veut plus mettre d'argent dans le pétrole. On ne veut plus mettre d'argent avec telle affaire. Il faut que ce soit des fonds très woke. Donc, la Floride, elle, a commencé quelque chose cette semaine. Ils faisaient affaire avec Blackstone, je pense. Et BlackRock. BlackRock. OK, Blackstone, c'est l'autre. C'est BlackRock. Les autres, oui. BlackRock, et c'est une des plus grosses firmes de placement dans le monde, devenu très, très woke. Les employés de l'État de la Floride avaient de l'argent là-dedans placé. DeSantis a dit, non, nous autres, là, les histoires de wokisme là, pour les placements, on ne veut rien savoir. Ce qu'on veut, c'est du rendement meilleur pour nos employés, pour que les fonds de pension soient pleins de cash, puis qu'on soit capable de payer les gens comme c'est entendu. Donc, l'histoire de wokisme, on ne veut rien savoir. Mais ça, est-ce que ça a déclenché quelque chose? Est-ce que c'est de là que ça a parti? Il semble y avoir un genre d'effet domino là, en ce moment. Là. Oui, puis je sais que Joe Hamel vous en a déjà parlé aussi. On parle beaucoup de ça, là, parce que ESG, en fait, ce que ça veut dire, là, c'est environnement, social, puis la gouvernance. Fait que, tu sais, des fois, mettons, ça va être des patentes. Bon, vous autres, vous avez un board de 10 personnes et vous, 5 femmes, 5 hommes. Tu sais, des patentes de même. Puis évidemment, l'environnement, on le sait, mais tu sais, c'est toutes des patentes subjectives, là. Tu sais, FTX, là, il y avait un excellent score ESG, oui. là, pour vous donner une idée, là. Eux autres étaient très bons. J'ai beaucoup mieux que. Fait que là, tu dis gouvernance, d'après moi, ça peut-être. Il y avait peut-être moins d'importance quand c'est le temps d'évaluer FTX. Là. Mais effectivement, Joe en avait déjà parlé de peut-être un début de quelque chose où là, on est arrivé, puis là, ils ont tellement étiré l'élastique. Là. Puis là, tu as des leaders, comme tu as dit, comme tu as mentionné la Floride, tu as des gens un peu partout qui commencent à se lever de bout et disent non, là, vos affaires de niaisage, c'est assez. Puis effectivement, après la Floride, qui, eux, ont retiré, je pense, 2 milliards d'actifs de chez BlackRock parce que, justement, ils disent non, nous autres, vos affaires de net zéro, puis tout ça, on n'embarque plus là-dedans. On veut faire du rendement d'abord, là, ça, avec le pétrole qui prend... si vous avez investi dans les ETF d'énergie cette année, votre année boursière va très, très, très bien. Là. Fait qu'il y a un peu de ça. Puis là, l'autre domino où on voit des petites affaires de même qui se passent, c'est arrivé hier. C'est hier que j'ai pogné l'article, en tout cas, qui est Vanguard. Parce qu'il y a une alliance là, qui s'appelle l'Alliance Net Zéro. Là. Et puis là, Vanguard, eux autres, ils disent qu'ils se retirent parce qu'ils disent qu'ils veulent plus d'indépendance et tout ça. Là. Mais d'après moi, la réalité, là, c'est qu'ils ont peut-être eu un board meeting. Là. Puis là, à un moment donné, ils se sont fait dire hey, vous autres, vous n'avez pas de rendement cette année. Tu sais, comme la caisse de dépôt qui est sortie de ExxonMobil puis du pétrole. Là. Alors qu'ils sont sortis dans le mauvais timing, alors que ces compagnies-là ont explosé la minute qu'ils ont vendu leur stock et qui nous ont privé le gouvernement, le Régie des rentes du Québec, qui aurait besoin d'être
augmenter pour tout le monde parce que si jamais on se fie à l'inflation, puis eux autres, ils veulent habituellement monter le paiement qu'ils vont nous faire, donc ils vont l'indexer. Mais on sait très bien que l'indexation sera beaucoup plus basse finalement que le coût de la vie. Mais le moyen d'être capable de suivre le coût de la vie, c'est d'avoir des placements qui rapportent. Et on n'a pas été dans le pétrole. On s'est sauvé du pétrole alors que le pétrole a pris de la valeur dans la dernière année comme ça se peut pas. Donc, on a manqué probablement des milliards de revenus à la caisse de dépôt. Et ça, je suis content de voir que finalement, il y a du monde qui se réveille. Là, que quand on parle de fonds de pension, c'est pas là pour s'amuser et commencer à faire des statements idéologiques ou woke. C'est le temps de faire de l'argent pour payer le monde. Là. Ben oui, puis là, dans une année, justement, où ces compagnies-là ont peut-être un bilan moins le fun. Tu sais, il faudrait demander à Yann ou Dan Lemieux ou peu importe le monde qu'on connaît qui font ça. D'après moi, dans les années comme cette année, ils reçoivent un peu plus d'appels que les années où tout va bien puis ça monte de 20 là, tu sais. Fait que Vanguard, c'est un peu ça. C'est un peu la pression du marché, d'après moi, ils disent qu'ils veulent de l'indépendance. La réalité, c'est que d'après moi, ils ont reçu un peu de pression des investisseurs pour dire là, c'est bien beau vos affaires, mais on n'a pas d'argent et on n'a pas le temps pour ça. Là. Moi, j'ai une retraite à prendre. Là, hey, taux d'intérêt hier. Mais juste dire, c'est quand même 66 trillions en actifs sous gestion là, que cette patente-là a net zero. Oui, là. Effectivement. Fait qu'avec Vanguard, qui eux autres ont 7 trillions en efforts, puis juste rajouter, Jeff, parce qu'on avait pogné cette vidéo-là il y a quelques semaines, mais tu as aussi des présidents de banque, je pense que c'était Jamie Dimon, qui avait dit il a reçu parce qu'il y a un Financial Committee là, aux États-Unis, puis là, il y avait une représentante de je ne sais pas trop où, qui est vraiment très à gauche, avait demandé est-ce que vous allez continuer à financer les projets de pétrole? Puis lui avait répondu catégorique oui, parce que si on ne le fait pas, ça voudrait dire que ça serait la fin des États-Unis d'Amérique. Puis la petite madame, elle avait fermé l'écran assez vite, elle était un peu fâchée. Mais tu sais, t'en as des leaders de même qui commencent à allumer. Là. Fait qu'effectivement, c'est peut-être un, deux dominos, puis peut-être que ça pourrait entraîner bien du monde dans le même chemin. Je fais le lien avec les taux d'intérêt parce qu'on est dans l'économie aussi, donc il n'y a pas de lien direct entre les deux, mais on parle d'économie, puis je sais qu'on a plusieurs sujets, mais réglons l'histoire d'économie pour voir comment ça se passe en ce moment, parce qu'au Canada, hier, on a monté encore, puis je posais la question hier, puis je sais que les États-Unis parlent d'une autre augmentation peut-être de 0,5 le 14 décembre. Je ne sais pas qu'est-ce que le marché veut, mais j'ai l'impression que, c'est ce que je disais hier avec Joe Hamel, j'ai comme le feeling que, puis je suis le premier à reconnaître, parce qu'on l'a dit pendant des années, là, de l'argent à 1,5 %, effectivement, comme Joe Hamel le disait hier, ça crée les catastrophes comme WeWork, comme toutes les compagnies un peu débiles, les licornes dans lesquelles on investit plein d'argent puis qui finalement ne valent absolument rien. C'est que l'argent vaut rien. Donc, les gens essaient de trouver des easy way out, puis finalement, ils se brûlent pas à peu près. Mais en bout de ligne, peu importe ce qui arrive, c'est que oui, il y a eu des bateaux, oui, les gens peut-être ont été indisciplinés avec une trop grosse maison ou encore une voiture trop chère. Mais on a l'impression que c'est toujours le même qui paye. On a toujours l'impression que c'est le citoyen moyen qui se fait embarquer dans une patente dans laquelle il n'y a pas vraiment le contrôle. Et là, on s'est fait... je sais que tout le monde a profité du 220 milliards que le Canada a imprimé pendant la COVID. Beaucoup de monde ont fait le party avec ça. Beaucoup de monde ont fait énormément d'argent avec ça. Tant mieux. Mais là, c'est le temps de rembourser. Et là, on a le feeling que la solution est peut-être arrivée un peu tard. Peut-être également que c'est pas ce que ça prend pour le problème que nous avons en ce moment, parce qu'on voit les gouvernements qui dépensent encore à profusion. Il n'y a pas une journée où Trudeau n'annonce pas un 800 millions quelque part. Legault de son bord imprime des chèques d'argent qu'il n'y a pas. Donc, c'est un peu fou ce qui se passe. Donc, on est en train d'essayer de régler le problème en augmentant tous les taux, les emprunts et tout ça. Ça a un énorme impact sur l'économie en général. Mais en même temps, on continue la même affaire. On dépense comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis moi, je ne vois pas de répercussions directes sur l'inflation qui semble toujours aussi présente qu'elle l'était il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc, est-ce qu'ils sont arrivés trop tard? Est-ce que la solution qu'on prenait pour ce genre de problème-là, il y a 30 ans, 40 ans, c'est encore la bonne? Puis, don't get me wrong, 5 6 pour emprunter de l'argent, ce n'est pas des montants c'est pas des pourcentages très élevés. Mais quand tu pars de 1,5 et 1,3 c'est pas ça. Les riches qui vont sortir de là plus pauvres. C'est probablement la classe moyenne qui va en payer le prix. Et ça, c'est inquiétant, là. Ben oui, puis c'est parce que, tu sais, au Canada, hier, je pense que vous avez annoncé 0,5 %. Tu vois ici, le marché, là, il y a toujours des prédictions du marché en fonction le pourcentage.
c'est en haut de 90 où ils s'attendent à 1,5 aussi pour le 14 décembre. Mais il faut comprendre que ça a été les 3 dernières, c'est 0,75 là, ici. Là. Donc, il y a eu une de 0,25, une de 0,50, 3 en ligne de 0,75, 4 en ligne de 0,75, puis là, on s'attend à 1,50 de plus. Fait que ça monte rapidement. Le bon côté, je dirais, c'est que ça se répercute dans les comptes d'épargne chez certaines banques. Là. En ce moment, chez certaines banques, vous pouvez avoir du 3,9 dans un compte épargne. Mais, tu sais, on nous dit qu'on voit un peu d'amélioration du côté de l'inflation parce que oui, effectivement, si vous regardez les chiffres sur une base d'une année à l'autre, le pic a été atteint quelque part en juin où on a pogné, entre autres, là, pour tout ce qui est ce qu'on appelle le PCE. Là. Mais ça, c'est pour ce qui est relié au manufacturing. Mais je veux dire, on est loin. Hey, Jeff, l'année passée, à pareille date, ça montait déjà de plus que 5 là. Fait que quand vous voyez un chiffre qui, on s'entend, très débattable quand on regarde les prix que ça nous coûte à chaque jour, là, quand vous voyez que l'inflation sur une année a augmenté de 6,1 ou de 7,1 ou de 6,5, bien là, on est rendu dans un moment où l'année d'avant, c'était aussi ça ou dans ces eaux-là. Là. Donc, par rapport à 2020, une fois que ça a été additionné un à l'autre, compoundé, on est rendu très haut. Fait que là, où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça? J'en ai aucune idée. Ils veulent tuer la demande, mais une des choses, à tout le moins, qui impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup l'inflation qu'on a vue puis que là, c'est en train de diminuer. Dans les 7 derniers mois, là, ce qu'on appelle le fameux money supply, là, le M2, donc l'argent qui est en circulation, là, ça l'a diminué de 1,5 parce qu'évidemment, on sait, oui, ils montent les taux, mais en parallèle, la Banque centrale fait aussi ce qu'on appelle du quantitative tightening, où ils vont justement, à la place de vendre de l'argent au gouvernement, bien, ils vont comme en enlever du marché en rachetant. Donc ça, Jeff, c'est pas arrivé que l'argent en circulation ait une baisse aussi marquée. C'est pas arrivé depuis 1959. Wow. Donc, au final, sur l'année 2022, là, ça pourrait être la première année en plus de 60 ans où il va y avoir moins d'argent en circulation que l'année d'avant. On parle peut-être d'une baisse de 0,5 par rapport à l'année passée. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Arrêtez d'en imprimer, arrêtez d'en rajouter dans le marché. Oui, il y a plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans, les gouvernements qui dépensent en fou, les déficits, etc. Mais sur une base globale d'argent en circulation, il risque d'en avoir moins en 2022 qu'en 2021. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre? On verra. Je sais que la Fed a dit oui, on va baisser le rythme des augmentations de taux, mais on a l'intention d'en faire au moins 2 ou 3 autres. Mais évidemment, qu'est-ce qu'ils attendent? Bien, ils attendent de voir comment que l'inflation va réagir pour essayer de voir ils vont-tu pivoter. C'est très difficile à prévoir parce qu'ils sont toujours en retard de toute façon. Tu l'as dit, ils ont commencé à monter les taux alors qu'ils auraient dû probablement le faire 1 an avant, malgré le fait que tu avais beaucoup de gens qui levaient le drapeau pour dire « Hey, c'est parce que là, il va arriver quelque chose. » Là. Tu sais, là, c'est comme les gens qui sont surpris que les enfants qui ont manqué de l'école, puis d'ici, il y a des problèmes de développement. Bien là, vous aviez juste à écouter l'émission au milieu de 2020. Là, on en parlait, nous autres, parce que si tu peux pas, il n'y a pas rien que tu fais qui n'a aucune conséquence. Il y a toujours des conséquences. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais une chose est sûre, le système pour les hypothèques et tout ça est un peu différent aux États-Unis. C'est sur 30 ans. Donc, c'est sûr que les taux, ça, sont très impactés. T'sais, vous autres, ça impacte beaucoup les variables quand il y a une augmentation de taux. Ici, ça n'existe pas vraiment. Mais les augmentations de taux, par contre, ont des impacts beaucoup sur les obligations qui sont vendues, entre autres les obligations 10 ans. Fait que là, on a une petite baisse, mais s'il y a 2-3 hausses de plus qui s'en viennent, on va peut-être voir du 8 au niveau des hypothèques. Wow. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver, mais c'est quelle débandade pareil des banques centrales. Puis là, je commence à le voir sur l'immobilier. Hier, j'ai fait un petit 10-11 km pour aller voir un peu. Il y a encore des méga chantiers de construction, mais tu vois que le nombre de terrains marqués sold. Donc, ils sont en train de bâtir une série de maisons probablement pour des gens qui ont acheté il y a 5-6 mois parce qu'il y avait de l'attente. Mais je ne vois pas, en tout cas, à moins qu'ils ont changé la manière de faire, mais j'ai l'impression de voir moins
de terrains sold, donc de terrains de nouvelles constructions qui vont partir. J'ai hâte de voir dans 5-6 mois quelle va être l'activité. Là, actuellement, à l'œil, c'est dur à voir, mais si je me fie à ce que je voyais avant sur les terrains qui étaient déjà vendus, où il n'y avait pas d'activité de pelle mécanique ou de maison en construction, j'ai comme l'impression que c'est plus dans 6-7 mois qu'on va le voir. Mais au moins, la bonne nouvelle que j'ai vue en arrivant aux États-Unis, c'est le prix de l'essence. J'ai payé aux alentours de 3,89 du côté des États gauchistes comme New York, Pennsylvanie, New Jersey. Mais plus on descendait vers les États républicains et plus l'essence baissait, on était aux alentours de 2,99, même en Georgie. J'ai pogné du 2,89 hier. Pas trop loin de chez moi, chez Walmart, ils ont des stations-service Walmart aussi, 2,85 pour Sam's Club. Donc, l'essence baisse malgré que ça fluctue beaucoup sur les marchés. Et ça, ben, j'ai l'impression que ça soulage un peu le monde. Le diesel est très cher en passant, là. Très, 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 très cher. Il y a un manque de diesel. Puis, je ne sais pas si ça va tenir. Je ne sais pas si toi, tu penses que ça va changer, là, le prix de l'essence, parce qu'il y a beaucoup de fluctuations sur autant les inventaires. Je sais que les raffineries, il y a des choses qui se passent là également. Au Québec, l'autre problème, c'est que le vendeur, donc les groupes qui vendent comme Couche-Tard, le groupe Dufresne... Les marges sont élevées. C'est ça, c'est des marges historiques pour les vendeurs. Le PQ dit qu'il faut taxer les pétrolières. Ce n'est pas les pétrolières qui gardent les marges, c'est les groupes qui vendent. L'essence, c'est Couche-Tard, c'est le groupe Dufresne au Québec qui a une grosse partie des postes d'essence. C'est une des plus grosses compagnies au Québec. Donc ça, c'est pas les pétrolières. Mais les péquistes sont mêlés comme une poignée de clous, c'est l'enfer. Donc, qu'est-ce que tu vois pour l'essence de Dieu pour finir? Ben, c'est difficile, Jeff, parce que, tu sais, il y a quelques semaines, ou en tout cas la dernière fois qu'on était sur le live, je pense qu'on en avait parlé, puis je vous mentionnais à quel point là, c'était un peu stupide parce que l'administration Biden est en train de vider la réserve fédérale. Vous vous rappelez, je vous avais parlé que les niveaux étaient à des... Écoute, le niveau de la réserve fédérale de pétrole était descendu à un niveau de 1981. Tu sais, c'était des histoires quand c'était la guerre et tu avais besoin. Tu sais, c'est pas supposé, tu es supposé garder ça à des niveaux beaucoup plus élevés. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, ils ont fait un petit deal avec le Venezuela où Chevron, qui était la dernière compagnie américaine qui opérait toujours là-bas, c'est assez spécial, là, aller faire des ententes avec des communistes qui emprisonnent du monde, qui tuent du monde de leur population. Là. Ben là, le pétrole, chez nous, on ne veut pas l'exploiter, mais si c'est celui d'un dictateur, ça, c'est correct. Fait que là, on a fait un deal avec lui. Chevron, ça risque de leur prendre peut-être quelques mois retourner là-bas puis redémarrer leurs opérations. Mais avec ça, j'imagine que tout le supply, donc l'offre, va augmenter. Donc, moi, je m'attends à ce que peut-être le prix diminue encore un petit peu. D'autant plus que, du moins pour les États-Unis, là, la saison d'entretien des raffineries, parce qu'on le sait, je vous avais parlé aussi beaucoup de la diminution de la capacité de raffinage. T'sais, on ferme des raffineries, puis après ça, on se demande pourquoi que les marges de raffinage augmentent, puis pourquoi, à l'eau, là. Mais la saison, là, souvent à l'automne, c'est là où l'entretien des raffineries arrive beaucoup, ce qui fait que là, la capacité, en ce moment, là, les raffineries opèrent à 95,5 de capacité. Là. Donc, puis tu ne peux pas te rendre à 100 il y a toujours de l'entretien à faire, là, en passant. Là. Donc, ça, on va voir comment ça va impacter ce deal-là avec le Venezuela sur, justement, comme je te disais, l'offre qui va faire baisser le prix. Donc, je m'attends à ce que ça baisse probablement encore un petit peu. Tu vois, moi, j'ai du 2,95 au Costco dans mon coin ici. Mais je m'attends à ce que ça baisse un petit peu, probablement. Puis l'autre chose, l'hiver, c'est un point important. Si vous voulez aller la suivre en passant sur Twitter, elle est excellente. Là. Je sais que c'est une fille du Canada qui maintenant reste justement, je pense, en Floride, elle aussi. C'est Chai Girl, CHIGRL sur Twitter. C'est une fille, justement, qui travaille dans tout ce qui est matériel, énergie. Elle est très, très bonne. Très, très pertinente. Puis justement, hier, elle nous expliquait que les prix du gaz qui vont baisser, bien, ça a le rapport avec ce que je vous disais là au niveau de la maintenance des raffineries, mais aussi le fait que l'hiver, les grades de pétrole, les grades de gaz sont souvent moins chers parce qu'ils utilisent un petit peu plus d'un certain produit versus un autre qui, lui, coûte beaucoup moins cher. Donc, c'est pour ça souvent que l'été, le gaz va être plus cher versus l'hiver. Okay. Donc, on va voir comment ça va impacter, mais je m'attends à peut-être Écoute, s'ils sont capables d'augmenter justement l'afflux de pétrole à cause des deals,
Je te dis pas que je suis d'accord avec le deal, mais c'est ce que je prévois parce que Non, mais c'est quand même assez spécial. C'est spécial, pareil, Tu sais, de voir qu'on est avec Maduro, qui est quand même le dauphin de Chavez, puis qui est sur la liste des Most Wanted des États-Unis. Puis tu vois des gens de l'administration Biden, entre autres, comment il s'appelle, le Green qui prend l'avion. Là. John Kerry. Exact, là. Kerry qui prend l'avion pour s'en aller dans les places mondaines Green. Et donner la main à Maduro, c'est quand même très spécial. Hey, juste avant de partir, 30 secondes, vas-tu voir Tiger Woods en fin de semaine? Orlando en fin de semaine avec son gars, hein? Non, en fin de semaine, c'est deux matchs. C'est avec Rory en équipe contre Jordan Spieth et Justin Thomas. J'ai regardé pour des billets, Jeff, mais il n'y a pas de billets. C'est pas un événement que tu peux assister parce que deux matchs, donc c'est samedi soir. Tu sais, c'est le 7e. Là, tu sais, il en avait fait plein. Il en avait fait un avec Phil au début, Phil contre Tiger. Il avait fait différentes variantes. Tom Brady puis Peyton Manning en avait fait un aussi avec Phil et Tiger. Mais là, c'est samedi. C'est à 7 h le soir. Donc, c'est sous les lumières. Jeff, ils ont mis des spots de lumière sur le terrain de golf. Ils jouent 12 trous. Donc, Tiger et Rory contre Justin Thomas. Mais écoute, ça va faire longtemps qu'on n'a pas vu Tiger. On n'a pas vu Tiger depuis le mois de juillet. J'ai essayé d'aller voir parce que, effectivement, comme tu l'as dit, la semaine d'après, donc pas en fin de semaine, l'autre, Tiger va aussi être avec son gars Charlie du côté d'Orlando. J'ai essayé d'aller voir. Il n'y a plus de billets. C'est sold out. Essayez pas de vous rendre. Okay. Je ne sais pas. Quand ça a été annoncé officiellement, j'imagine que ça a pris 10 minutes et tous les billets étaient vendus. Mais une chose est sûre, on va le regarder à la TV, Jeff, parce que, ben, je viens de le dire, c'est un événement parent-enfant ou en tout cas en équipe qui n'est pas supposé être un événement ultra populaire. Et c'est un des tournois les plus populaires sur le PGA Tour depuis 2 ans, depuis que Tiger y va avec son gars. Donc, du Tiger Woods qui joue au golf pour 2 fois en 2 semaines. Ça fait depuis un bon bout que c'est pas arrivé. La dernière fois, c'était en juillet à l'Open. Donc, on va pouvoir voir un peu l'état de sa game. Je vais prendre pour Justin Thomas et Jordan Spieth contre les deux pleurnicheux. Rory McIlroy et Tiger. Donc, mon camp est choisi. Thank you, Dodd. C'est le fun, hein? Il faut faire ça. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben, anytime. Ben oui, il faut. Anytime, mais là, il faut qu'on parle à ceux qui payent aussi. Il faut manager tout ça. Il faut gérer tout ça. Il faut gérer les attentes. Il faut gérer les attentes. Thank you, man. Oui, c'était Dodu avec les Dodu News. On s'en va vers le lancement officiel du week-end, les amis. Yes. L'aubergiste est stand-by sur Radio Pirate Live. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Yes, c'est le week-end qui est lancé live sur Radio Pirate Live parce que l'aubergiste, le nez rouge un peu habillé en Père Noël, est prêt à lancer la fin de semaine. Et j'imagine que s'il est habillé en rouge, il y a un vin rouge. Oui, on est dans le vin rouge, exactement. Mais avant, l'aubergiste est présenté par La Fontaine Vin et Liqueurs. La Fontaine, c'est pas compliqué. C'est un service d'importation privée de vin, mais un service simplifié. C'est 4 étapes faciles. Vous commandez vos bouteilles de vin, puis je vous le dis, là, c'est un succès phénoménal, La Fontaine. Donc, la-fontaine.ca. Allez vous amuser, allez voir les bouteilles de vin, vous allez voir, c'est super le fun. Et c'est un grand, grand succès. Vraiment, c'est une belle business. On est dans le vin rouge. Je vous raconte une petite histoire. Moi, j'aime ça, les petites histoires. L'histoire commence au Portugal. Au Portugal, on est dans les années 1880, ou à peu près dans ce coin-là. Un jeune Portugais qui s'appelle Francisco. Le gars, il quitte le Portugal parce qu'à cette époque-là, il y avait des années difficiles dans ce coin-là. Pas beaucoup de travail, puis bon, c'était tough. Donc, Francisco décide de partir de son pays natal et il s'en va en Amérique. Donc, il prend un bateau à voile. On traverse l'océan et il arrive à Boston. Boston, petit job là-bas, par-ci, par-là.
Mais là, à Boston, il entend parler que sur la côte ouest américaine, il entend parler que, oui, il y a beaucoup de possibilités. Oui, il y a beaucoup... On s'entend-tu? Go West, là, il y a comme une fortune à faire, il y a de l'argent à faire, il y a du travail, il y a beaucoup d'opportunités. Puis il décide de s'en aller sur la côte ouest américaine. Et ce jeune Portugais-là, connaît une fille là-bas, se marie, fonde une famille. Là, on parle 3 générations plus tard. Une descendante de ce Portugais-là. Elle s'en va en vacances en Europe, comme beaucoup de monde vont faire une petite tournée d'Europe. Et là, elle a connu quelqu'un là-bas, un beau grand blond, un grand Danois, un grand gars qui avait son bateau, tombe en amour. Hein, c'est l'amour fou entre l'Américaine qui a un ancêtre portugais. Et avec ce gars-là, ce Danois-là. Donc, ils font du voilier, ça va bien. Mais à un moment donné, comme tous les couples, on veut fonder une famille, on veut s'installer. Et là, ils passent au Portugal. Ils ne connaissaient pas trop le Portugal. Ils passent au Portugal. Puis elle savait que dans sa famille lointaine, il y avait des gens du Portugal qui étaient là. Elle tombe en amour avec le pays. Mais elle tombe en amour avec une région du Portugal qui s'appelle l'Alentejo. Donc, c'est une région, si on regarde la carte du Portugal, on voit le Portugal puis l'Espagne, on a la carte dans notre tête, on est à peu près au milieu du Portugal, mais du côté de l'Espagne. Moi, je l'appelle, cette région-là portugaise, je l'appelle un peu comme le Texas. C'est drôle à dire, hein? Le Texas du Portugal. J'y suis passé plusieurs fois. Et là, justement, ce couple-là, se sont installés là et ils ont acheté une vieille ferme. Ils sont partis à zéro. Il n'y avait pas une tonne d'argent. Ils ont vendu le bateau. Ils se sont installés. Là, on est des années 80 à peu près. Ils achètent une vieille ferme et décident justement de faire... Au début, il était des maraîchers. Et ensuite, ils décident de faire pousser de la vigne. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros producteurs. Je pense que c'est le plus gros producteur de leur région, de l'Alentejo. Ça s'appelle Cortés de Cima. Cortés de Cima. Ils font du vin extraordinaire. On a quelques bouteilles ici à la SAQ. Tant mieux. Pour les voyageurs, ceux qui voyagent un peu, qui fouinent, qui vont en Europe, oui, on peut aller visiter Cortés de Cima. Donc, si vous êtes dans la ville d'Évora, Évora, c'est beau, ça n'a pas de sens. Évora, ancienne ville romaine, justement. Les Romains ont vécu à Évora. Donc, si vous faites 45 km au sud d'Évora, vous allez arriver à Cortés de Cima. C'est beau, ce coin-là, ça n'a pas de sens. Mais c'est un style, justement, c'est un style campagnard. C'est des petits villages, mais il n'y a pas beaucoup de population. Mais c'est d'une beauté. Tu roules en voiture dans ce coin-là, c'est fou, là. C'est un peu comme les grands espaces. C'est comme le Texas du Portugal. Donc, Cortés de Cima, le vin que j'adore, moi, je l'achète régulièrement. Ça veut dire quoi régulièrement? 2-3 fois par année, parce qu'on s'entend-tu, je bois d'autres sortes de vins. Depuis 2020, là, la bouteille est montée d'une pièce. Elle est rendue à 20,10. Donc, Cortés de Cima, vino régional, mais l'étiquette orangée. Donc, vino régional, ça veut dire quoi? C'est comme une réglementation au Portugal. Parce que, tu sais, au Portugal, là, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Italie, c'est pas comme en Espagne. Ils ont un système pour classer les vins d'une manière différente. Mais ça veut dire quoi, vino régional? C'est pas du vin de table. Là. Non. C'est que tu peux faire plus de mélanges, tu peux mélanger beaucoup de cépages. Ah, justement, c'est un mélange de 4 cépages. Aragonès, de la Syrah, Cabernet Sauvignon, du petit verre d'eau. Jeff, c'est une merveille. C'est une merveille. Un rouge corsé. Sur le fruit, là, c'est intense, c'est riche. C'est 12 mois de barrique, 80% français, 20% américain. On est dans le pruneau, l'encens, la réclisse. Regarde, c'est chaleureux. On va le dire, c'est un vin sudiste. C'est un vin de chaleur, carrément. Ça, là, Cortés de Cima, l'étiquette orange, ça, c'est parfait avec
Le pollo avec du poulet. Oh, Vous savez, pollo. le poulet badigeonné. Vous savez, tu sais, le poulet piri-piri, là, tu sais, badigeonné. Piri-piri, c'est quoi en gros? Tu sais, du poulet, c'est bon avec du citron et de la lime. Hein? On l'oublie ça de temps en temps. Mais citron-lime sur le poulet, des tomates, citron-lime, ouais, c'est parfait. Mais je dis style piri-piri. Je vais faire un lien même avec Fire Barnes. Leur sauce tequila lime, là. Oui, donc, tu ça, badigeonnes. c'est la sauce numéro 1 de la famille. Voilà. Tu badigeonnes ton poulet tequila lime. Tu mets juste un petit peu un petit peu d'épices par-dessus, là, tu sais, à ton goût, mais avec un petit fond tequila lime, là, vous allez capoter. Avec ce vin-là, qui est, oui, il y a une puissance. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Donc, Corte Decima, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire extraordinaire. Un jour, ils vont faire une série Netflix. Moi, je vous simplifie ça, là. Mais c'est une épopée. Leur vie, là, ces gens-là, c'est une épopée. Et la famille, leur famille, c'est une épopée aussi. Donc, Corte Decima, vino régional, l'étiquette orangée, 20 et 10. Vous allez aimer ça. Il y a de puissance, mais c'est du très, très bon portugais. Vraiment. Thank you, man. Voilà, le week-end est lancé officiellement grâce à l'aubergiste qui a un nez de Père Noël. Un nez de Père Noël. De Soulon. Mais l'aubergiste est un gars qui fait très attention, prend jamais son char, puis regarde, il est exemplaire. Oh, si jamais il y a exactement. besoin, il y a toujours sa petite patente pour mesurer son taux d'alcoolémie. Donc, avec qui on a parlé avec Stéphane, le propriétaire, l'autre fois, de cette compagnie-là qui vous offre les petits kits pour s'auto-tester avant de prendre la voiture. Exactement. Hey, petite affaire de même juste avant de partir, parce qu'on a eu du stock, hein? Gilles est de bonne humeur, Dodu est de bonne humeur, l'aubergiste est de bonne humeur, my God! Donc, gros jeudi comme toujours, c'est bien le fun. Juste vous donner une petite nouvelle un peu moins... c'est une nouvelle. C'est pas une nouvelle parce que, je veux dire, c'est pas dans les médias, mais c'est de la nouvelle pareil. On est tous maintenant capables de donner une nouvelle. On n'a pas besoin d'avoir le titre de journaliste. On a juste à voir quelque chose, à le mettre sur nos réseaux sociaux et finalement, on devient aussi diffuseur de nouvelles que les diffuseurs officiels du temps. Et les gens envoient beaucoup de photos et également de comptes rendus dans ce qui se passe dans le système de santé, que trop de gens veulent encore une fois protéger. On est là, si on est rentré dedans, c'est pas si pire. Non. Moi, le monsieur que là, il était pas mal rentré dedans, là, OK? Donc, le gars s'appelle Patrick Allaire. Il a mis ça sur son Facebook il y a quelques heures. On a une photo de son père dans une salle d'attente dans un hôpital de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Son père a 75 ans et il est atteint de la COVID. Il tousse, il s'étouffe même avec ses sécrétions et tombe inconscient. Ma mère doit le faire hospitaliser par ambulance. Patrick Allaire arrive à l'hôpital de Saint-Jean à savoir où il est où. Je vais le citer. Il dit « Il est où? » 3 petits points. Calice. Dans le fond de l'hôpital zone rouge, laissé à lui-même sur des bancs sans surveillance. Il vient de perdre connaissance car il étouffe dans ses sécrétions puis les champions le laissent seul, sans surveillance. Je suis assommé. Elle me lance, mais toi, tu le surveilles pas? Je suis vraiment en calvaire. Oui, je vais le surveiller, mais j'arrive. Mais qui le surveillait avant moi? Personne, calvaire. Beau système de santé, toi là. M'a prendre soin de toi, papa, je t'aime. Ah oui, il n'a pas droit d'avoir une couverture pour le réchauffer. C'est interdit. C'est incroyable. Non, c'est je ne sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Là. C'est la fin du monde. Ben, je vais vous dire juste une petite patente poche. Je ne sais pas pour qui. Je ne peux pas déduire si Patrick Allaire a voté pour la CAQ ou voté pour le Parti conservateur du Québec ou voté pour les autres partis qui veulent continuer avec le même système que la CAQ le fait actuellement, parce que le PQ a fait la même chose. Le Parti libéral a eu toutes les années pour le changer. Ils ont manqué de courage de le faire. Ils se sont écrasés devant les syndicats et devant le lobby médical alentour, donc les patentes de médecins et tout. Mais je sais pas, là, regarde, mais les chances statistiques que Patrick Allaire ait voté pour la CAQ sont très grandes. Okay, si je regarde les chiffres du côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, là, je ne sais pas si tu l'as, là, la circonscription de ce coin-là. Et encore une fois, je le dis, peut-être qu'il a voté pour le Parti conservateur du Québec. Mais
il est tard un peu là, pour faire cette réflexion-là. Il est vraiment trop tard pour faire la réflexion. Puis je sais que peut-être qu'on n'était pas aux portes du pouvoir, mais qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre tête pour remettre le parti qui nous a fait vivre exactement ce que ce monsieur-là vit depuis à peu près 3 ans? Je sais qu'il ramasse un système qui est complètement archaïque, complètement désuet, mais dans les faits, c'est qu'ils font absolument rien. Ils font absolument rien pour le changer. J'ai pesé, ma main s'est promenée, j'ai pesé sur le piton, puis je me suis perdu moi-même, mais regarde, je suis de retour. Et tout ça pour dire que le vote, là, c'est important, là. Hein? C'est important. Et les gens qui ne vont pas voter, et les gens qui répondent toujours la même affaire quand on parle de ça, qui nous disent « Oh, moi, ces patentes-là, ça ne m'intéresse pas. » Ça va vous intéresser le jour où votre père va rentrer à l'hôpital dans le même état que ce monsieur-là, puis il va être traité de cette manière-là. Donc, à un moment donné, on a un peu de responsabilité. Je sais qu'on est toujours en train de vouloir crier après l'infirmière qui est là. Je sais qu'on veut crier après les personnes qui sont au comptoir de l'hôpital à l'urgence. Je sais qu'on a envie de tout dire sur nos affaires qui nous passent par la tête sur Facebook. Mais il y a des moments où on a des affaires spécifiques à faire pour changer ça. Et ce n'est pas ce qu'on fait. Au contraire, les gens qui veulent changer ça, qui veulent remettre ça comme du monde, qui veulent essayer des affaires qui marchent ailleurs, bien, ces gens-là se font traiter de coucous, de conspirationnistes, de maudits innocents, de caves, etc. Puis on ne votera jamais pour toi. Puis vous êtes une gang de bizarroïdes. C'est ça que, regarde, si vous étiez quelqu'un qui a défendu les idées du Parti conservateur du Québec, vous savez exactement de quoi je parle. Bien, je suis obligé de dire que j'ai de la sympathie pour le monsieur, j'ai de la sympathie pour le fils, mais en même temps, je manque de sympathie pour le Québec en entier parce que ça n'a pas l'air assez nous faire mal, puis on n'a pas l'air d'être assez en crise pour demander des vrais changements. On a quand même réélu plus de députés de la CAQ qu'on en avait auparavant, alors qu'on s'est fait bouffonner pendant des années de temps alors qu'il était déjà au pouvoir. Bien, malheureusement, le continuons, c'est ça que ça amène. Le fameux continuons, là, que tout le monde trouvait bien drôle, puis que le gars nous parlait de fromage en crotte, puis de poutine, puis de patente de même, là, bien, c'est ça que ça donne. Puis l'autre gars qui s'en va à la TV, puis à tout bout de champ, bien là, j'ai regardé ça pour changer la culture des horaires des infirmières, puis des infirmiers. Puis on va changer le système de santé là, dans les prochains mois, puis faites-moi confiance. Bien, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a. On a un monsieur, la photo a fait broyer. Là. On a un monsieur qui est laissé là à lui-même. Ils ne sont même pas capables d'y fournir. Ils ne sont même pas capables d'y fournir une couverte. C'est l'enfer. C'est l'enfer, regarde, c'est décourageant, mais c'est chez nous, puis on a une part de responsabilité là-dedans. Donc, si vous voulez que ça change, bien, on a des choix à faire aux 4 ans. On peut même brasser la soupe un peu plus. Il ne faut pas juste se choquer quand c'est des choses qui nous touchent. Il faut regarder les autres, il faut regarder ce qui se passe. Même quand nous, ça va bien, il faut regarder la patente en général. Puis quand on voit que ça ne marche pas, bien, sacrément, il faut faire quelque chose. Voilà, donc pour aujourd'hui, jeudi, gros show, mon ami, gros show, beaucoup de stock. De ton bord, Jerry, qu'est-ce que tu as dans la boîte? As-tu une ou deux petites affaires vite qu'on doit savoir? J'ai les chiffres de Saint-Jean sur Richelieu. Donc, c'est la circonscription de Saint-Jean. Et qui s'est fait élire pour la coalition? Louis Lemieux. Il y a eu 50,6 %. Donc, c'est 51 % qu'il y a eu en réalité Et le parti qui voulait changer des choses pour le Québec, en fait, pour les hôpitaux, essayer de faire quelque chose, mais le Parti conservateur dans Saint-Jean a fait 8 %. Donc, c'est je ne sais pas, là. Je sais pas. Je pense que peut-être que cette personne-là a voté conservateur, puis je l'espère. Là. Ça serait surprenant, ils ont voté Louis Lemieux, Jeff. Mais mon feeling, c'est qu'il y a une chance sur 2 qu'ils aient voté Louis Lemieux. Là. Garanti. Et c'est Louis Lemieux. Et c'est Louis Lemieux. Ouais, t'avais-tu une petite attente dans la boîte ou deux? Je sais qu'on a... Il y a des choses qui se passent un peu... Tu sais, la patente que tu as déjà parlé il y a peut-être 2-3 semaines, là, la grosse chaîne de concessionnaires de voitures usagées. Là, oui, Carvana. C'est ça, ça devrait s'appeler Carnaja. C'est un carnage. Ah, c'est un carnage boursier. Je te mets dans on retourne en 2017. Gars. 2017, cette compagnie-là entre en bourse. C'est une compagnie toute jeune parce qu'elle a été fondée en 2012. Donc, c'est quoi Carvana?
c'est une plateforme web d'achat de véhicules d'occasion, pas des bazous, pas des chars rouillés, là. Des véhicules d'occasion, on va dire de qualité, on va dire comme ça. Donc, ils sont basés à Phoenix. Et ils ont un style spécial, Carvana. C'est comme, souvent, il y a des bâtisses éclairées, un peu comme des espèces de, on dirait comme une machine distributrice de voitures. Tu sais, le look est assez, les concessionnaires sont assez spéciales, mais c'est de la vente sur le web, c'est ça. Et tu achètes sur le web ton char, ils viennent te livrer chez vous sur une flotte. Là. C'est même qui marche. C'était un IPO. IPO, c'est quand la compagnie est entrée en bourse, ça a fait beaucoup, beaucoup parler, mais à l'époque, le stock n'a pas marché quand ils sont rentrés en bourse. Ils sont rentrés à 15 $. Je pense que la première journée, ils ont fini à 13 $. Les mois ont passé, 2017, 2018, 2019. Cette compagnie-là commençait un peu à... Mais il n'y a rien qui levait. Mais qu'est-ce qui a fait lever Carvana? La COVID. La COVID. Pourquoi? Bien, 1, les cours de chars sont vides. 2, le marché de l'auto usagé, c'était spectaculaire, là. Il y a des... Carvana, ils vendaient des chars. Tu sais, il y avait ça quoi, le prix du Black Book? Je ne sais pas si au Canada, aux États-Unis, il appelle ça le Black Book. Je ne sais pas si au Canada, ça s'appelle Black Book. Tu sais, c'est savoir à peu près le prix de la voiture, grosso modo. Il y avait des oui, c'est Black Book aussi. Jeff, il y avait des prix de Black Book de 10, 15, 20 000 over. Il y avait de la surenchère sur des voitures. Là. C'était fou, là. On ne se souvient pas. Cette époque-là est tout récente. Carvana, là, ils ont profité de ça. C'est énorme, énorme. Donc, le stock en bourse, écoute, c'est pas rien, là. C'est une business... Juste pour donner une idée, le dernier trimestre, c'est 3,3 milliards de revenus. 3 mois, là. Là, c'est énorme comme compagnie, là. Mais le problème, c'est qu'ils ne font pas d'argent. Mais ils n'en font plus d'argent. Là, en ce moment, ils ne font pas d'argent. Pourquoi? Bien, les clients sont plus là. Carvana a tombé comme une roche. De la fin COVID jusqu'à aujourd'hui, c'est pas long, là. 1 an maximum. Un stock qui passe de quoi, à peu près 300 quelques piastres à la bourse et drop aujourd'hui. Quoi. Il vaut quoi, le Carvana? 3 piastres ou 4 piastres présentement, sont sur le bord de la faillite. Donc, c'est ça, là, cette compagnie-là, qui c'est carrément une balloune COVID. C'est fou, là. Il y a du monde dans une cage à homards à 200, 300 piastres l'action. Oh, c'est fou, morts. Là. Non, eux autres sont morts. Là. Eux autres sont morts. Donc, cette compagnie-là, en 2023, pour redevenir profitable, sinon, ils vont faire faillite. Ça ne vient pas de moi. C'est les spécialistes qui disent ça présentement. Donc, ça serait comme une assez grosse faillite. Mais les actionnaires vont être lessivés. C'est épouvantable. Mais comment tu veux qu'ils se reprennent? T'sais, les taux d'intérêt montent. En ce moment, et puis c'est pas moi qui le dis, le grand boss hier, en Allemagne, un des grands boss de Volkswagen, le directeur du service financier de Volkswagen. C'est quoi le service financier de Volkswagen? C'est quand tu vas chez Volkswagen, puis tu achètes un char, puis tu le mets à la finance. Volkswagen, il te finance ton char. Ou de la location, je ne sais pas si tu comprends. Mais en ce moment, il y a un ralentissement. Je te parle pour Volkswagen en Europe. C'est un ralentissement marqué des ventes et de location. Les clients arrivent dans le showroom, ils vont voir la voiture, mais quand les taux d'intérêt embarquent sur le prix du char, ils prennent le chou-clac puis ils marchent à pied. Oui, je pense qu'on va. Notre voiture, on va la garder encore 1 an. Ou 2. Tu sais, le plaisir de changer de voiture, c'est le fun. Non, les taux, oublie ça. Là. Avec ces taux d'intérêt-là, présentement, le monde vire de bord. Donc, le gars en Allemagne, le gars de Volkswagen est très inquiet pour 2023. Donc, si le gars est inquiet pour 2023 en Allemagne, le gars de Carvana est dans le trouble. Mais ça. Ça. Hey, juste avant de finir, l'histoire de Céline Dion. Oui. Sa maladie qu'elle a. C'est quelque chose. Là. On savait que... On a parlé ce matin sur Radio Pirate Prime. Moi, j'ai dit, écoute, les maladies physiques viennent toujours d'un choc émotif souvent. Là, pas toujours, mais régulièrement, c'est lié à ça. Et le choc émotif d'avoir perdu son guide et son homme et son amoureux, elle s'est jamais remis de ça. Puis ça l'a provoqué un paquet d'affaires. Mais ce qu'elle a là, excusez-moi, là, quand tu me disais ce matin un peu plus tôt, tu me dis, pour moi, c'est fini.
Écoute, j'ai quelqu'un que je connais, j'ai connu il y a quelques années, ici même en Floride. On a fait un barbecue ensemble, on a passé une journée ensemble. Super le bon Jack de la région de Québec, la Rive-Sud de Québec. Puis, je pense qu'un de ses meilleurs chums, c'est le maire de Lévis, d'ailleurs. Lui, là, écoute, ça s'est déclaré il y a peut-être à peu près 2 ans. Il a commencé à avoir des problèmes. Entre autres, il n'était plus capable de lever ses paupières d'un œil. Donc, et c'est exactement la même maladie que Céline Dion. Ça lui a pris une vingtaine d'injections de Botox autour de ses paupières pour qu'elles restent ouvertes. C'est un mal inconnu pour le monde. C'est très bizarre. Puis finalement, avec le temps, ils ont trouvé. Il dit, écoute, on se parlait de temps en temps. Je dis, comment tu vas? Il dit, au mois de novembre, il m'a dit, je suis très positif. Mais là, il dit, je m'ai gagné pareil. Donc là, quand il a vu cette histoire-là de Céline ce matin, il m'a écrit. Il dit, Jeff, je ne sais pas si tu as des contacts pour donner mes trucs à Céline parce que j'ai le même problème qu'elle. Donc là, il me raconte un peu aujourd'hui. Donc, c'est pas mal pareil. Il dit, c'est pas mal la même maladie, très bizarre. Il dit, grosse douleur dans le cou jusqu'au milieu du dos, les paupières et la fatigue après un entretien général. Entre autres, il fait son gazon maintenant en 2 shots. Il n'est plus capable de le faire. Il dit, mon système demande mes pilules pour le contrôle de mes spasmes, mais j'ai une perte de poids d'une 30aine de livres parce que je ne suis plus capable de manger. Donc, mais il dit, j'ai peut-être des trucs quand même, des encouragements pour Céline, si jamais elle a besoin, parce que c'est exactement ce que lui a. Donc, si vous pensez que Céline, c'est passager, puis on va la revoir, là, j'ai comme l'impression que les belles années de Céline sont terminées, mon ami. Faut que tu sois en forme pour faire des tournées. Tu sais, faut que tu sois en forme. Là. Puis, c'est performer sur un stage pendant 2 heures de temps. On sait comment elle chante, Céline. Là. À un moment donné, ça faut avoir une shape quand même, c'est-à-dire une certaine forme physique. Ce que j'ai vu un matin, je trouve ça, je l'ai trouvé comme affaibli. Je dis, elle a notre âge, en tout cas, de mon âge spécifiquement. Oui. Donc, elle est toute jeune. Là, toute jeune. En principe, il restait 20-25 ans. Elle est pleine de cash. Elle pourrait s'amuser comme ça se peut pas. Et là, cette maladie-là, on lui souhaite la meilleure des chances à notre amie Céline. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live. En fait, vous étiez sur Radio Pirate Live. On est parti. On s'en va pour la journée, mais on est de retour demain pour la dernière de la semaine. Si vous voulez vous inscrire, comme on le disait tantôt, pour Radio Pirate Prime, allez sur radiopirate.com. Prenez un abonnement avec vous autres. On va de 2h30 de parlotte sans pub, exclusif pour nos membres. D'ici là, see ya. On se parle demain à midi sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion.